Donc, bonjour à toutes et tous, je m'appelle Antoine Dupont, je suis le directeur général de l'association La Fabrique des Mobilités. Je vous remercie grandement d'être présent aujourd'hui avec nous pour cet événement autour de l'augmentation des coûts de l'énergie et donc des solutions que nous pourrions apporter dans le secteur de la mobilité. Je remercie notre partenaire Ecodev de nous avoir donné un coup de main pour l'organisation de l'événement. Évidemment aussi à la direction générale pour l'infrastructure des transports et la mer, qui est représentée par la coordinatrice de l'Agence de l'innovation pour les transports, Claire Barito, qui est une des partenaires, en tout cas l'agence est partenaire de la Fabrique des Mobilités. On est ravis d'être ici. Pour information, l'événement va être enregistré en vidéo. Nous allons donc pouvoir a posteriori le diffuser auprès des différents réseaux mobilité que nous avons, tant Ecodev que la Fabrique des Mobilités. Je ne veux pas être très long, je vais laisser la parole à Claire, qui nous introduira cette table ronde et nous parlera notamment des actions de l'Agence de l'innovation pour les transports, qui est une récente agence qui a maintenant un an tout juste, qui vient de fêter ses un an et qui organise début février un grand forum, le forum de l'Agence de l'innovation pour les transports à la Villette, dont elle pourra nous dire quelques mots. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine. Ravi d'accueillir effectivement cet événement organisé par la Fabrique des Mobilités Ecodev. Donc effectivement, la Fabrique des Mobilités, dans le rapport de préfiguration que nous avions remis au ministre Djebari, faisait partie des partenaires structurants qui nous paraissaient essentiels de pouvoir nouer. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que pour accélérer les transformations du secteur des transports, l'innovation est la clé, et notamment l'innovation ouverte. Et les démarches d'ouverture sont essentielles, de décloisonnement, puisque nous sommes dans un changement systémique. Vous le savez, il y a plusieurs transformations en cours, la transition écologique, la transformation numérique, la résilience des territoires, un nouveau modèle durable. Et les questions aujourd'hui que vous abordez, qui concernent le coût de l'énergie, sont essentielles, et se projeter sur 2030-2050 sur ces coûts de l'énergie, quand on pense qu'on va avoir un nouveau système de mobilité électrique notamment, eh bien, c'est essentiel. Bon, je vais revenir sur quelques actualités. Effectivement, Antoine l'a dit, nous avons une toute nouvelle direction générale qui date du mois de mars, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités. Il n'y a plus la mer au ministère des Transports. Il y a deux directions générales au sein du ministère des Transports, qui est le ministère délégué du grand ministère de la transition écologique. Donc là, vous avez une petite représentation de ce grand ministère. Vous trouvez dans la tour Sequoia, c'est la tour principale où on trouve toutes les directions générales, à part la direction générale de l'aviation civile, qui fait partie donc, des deux directions générales qui composent le ministère des Transports. Mais la direction générale, depuis la création de l'agence, est de plus en plus présente. Ils sont quasiment là tous les jours, puisqu'il y a une équipe cœur formée par les équipes et les agents fonctionnaires de la DJTM et de la DGAC pour constituer cette agence afin d'accélérer les innovations dans le secteur des transports. Comme nous vous accueillons aujourd'hui, ici vous trouvez dans cette tour Sequoia aussi le ministère de la Transition énergétique, avec la Direction générale de l'énergie du climat. Au niveau MTECT, donc vous savez, depuis le nouveau gouvernement, la cohésion des territoires fait partie du même ministère que la transition écologique. Donc il y a notamment la DGALN, la Direction générale de l'aménagement, logement et la nature. Et on sait combien pour le système mobilité, on ne peut pas penser la mobilité sans des questions d'aménagement, sans des questions d'urbanisme, sans les questions effectivement de mobilité en termes d'activité suivant les types de territoires. Et donc c'est essentiel pour nous de travailler directement avec nos collègues qui sont à quelques étages de nous. C'est d'ailleurs la DGALN qui porte budgétairement le fonds vert, le fameux fonds vert de 2 milliards d'euros, sur lequel il y a 150 millions d'euros par an consacrés à l'accompagnement des zones à faible émission. Voilà, petite introduction. Il y a d'autres dispositifs, notamment le fonds friche, et d'autres. Je vous laisserai voir le communiqué de presse et le dossier de presse qui a été annoncé lors des congrès des maires, et donc pour un début de financement des collectivités à partir de l'année prochaine. Nous avons aussi la DGPR, la Direction générale de la prévention des risques. Là encore, quand on parle de
mobilité de matériel dangereux, hein, ça fait partie des éléments qui sont importants dans le transport de marchandises. Eh bien, que fait-on quand on passe d'un véhicule lourd à énergie thermique à un véhicule lourd peut-être à une énergie hydrogène, électrique? Bon, il n'y a pas assez d'autonomie pour l'heure, donc on ne sait pas. Mais comment on fait? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Il y a les biocarburants, ça fait partie du mix énergétique qui fait partie. Et donc, ce sont des discussions, effectivement, qui ont lieu avec la Direction générale de la prévention des risques, aussi pour les questions de passage dans les routes, qu'elles soient au niveau communal, départemental, national. Il y a aussi donc l'IGEDD, donc nouveau nom. Je profite de ce temps pour faire des explications d'acronymes. C'est donc l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable qui s'est transformée. Avant, c'était le CGEDD, le commissariat général. Cette inspection générale est notamment chargée effectivement de missions, de rapports, notamment dernièrement, suite à la loi climat et résilience. Le Parlement avait demandé donc, un rapport sur la mobilité en zone peu dense, et donc le gouvernement avait demandé un éclairage de l'IGEDD pour ces questions-là. Et ça fait partie des documents qui alimentent notamment le CNR, le Conseil national de la refondation, dont vous avez peut-être entendu parler et qui fait ses travaux actuellement jusqu'en début d'année. Donc vous voyez, on a différentes directions générales, inspection générale au sein de cette tour. C'est une sorte de ruche, je dirais, et cette agence, elle est là, et on est très heureux de vous accueillir pour justement croiser les regards, rencontrer des différences de points de vue, permettre aussi à ce que chaque acteur puisse jouer suivant ses compétences et ses prérogatives, et donc permettre aussi l'ouverture, en particulier sur tirer des enseignements sur les dernières années, sur la loi d'orientation des mobilités, sur les lois de décentralisation, au niveau européen, ce qui se passe bien sûr avec la guerre russo-ukrainienne. Et donc vraiment ce que je souhaite à vous dire en introduction, et pour ne pas être trop longue, c'est d'être dans l'interaction, de pouvoir finalement dans ce lieu un peu tiers échanger, poser des questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Nous sommes là pour comprendre et connaître un peu plus le monde qui nous entoure, qui est complexe. Nous avons besoin de ces temps de respiration, et donc je suis très heureuse que vous puissiez le faire avec des acteurs clés, avec des personnalités expertes sur les domaines. Et donc je vous souhaite un très bon séminaire ce matin. Je crois comprendre que vous allez être, il y a 70 à peu près inscrits, et donc une republication notamment sur les réseaux sociaux. Donc la qualité des tables rondes va pouvoir être retranscrite aussi ensuite, donc n'hésitez pas à pouvoir mettre en débat. C'est aussi écouter, hein, c'est écouter ensuite par la communauté des réseaux sociaux, et je pense que c'est une richesse de vous avoir aujourd'hui. Les citoyens ne connaissent pas suffisamment ce qui se fait en interaction. Les ministères ont l'impression d'être très loin des citoyens, ou toute association qui travaille sur des sujets d'experts. Et donc c'est aussi l'occasion justement de démystifier et de faire de la pédagogie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Timothée Kellard, donc cofondateur d'EcoDev, qui accompagne des entreprises ou des employeurs dans les politiques RSE et ou mobilité durable. Donc, je vais animer une première table ronde. Donc, je regarde Dorothée, Laurent et Jocelyn, parce que c'est à vous maintenant de venir, puisque du coup, moi, je vais simplement faciliter ces échanges. Donc effectivement, la matinée autour vous l'avez compris, des enjeux de pouvoir d'achat, d'énergie et de mobilité. Donc je vous laisserai, alors on a 4 micros pour 3, non 3 micros pour 4. Tiens. Et avant de commencer l'introduction, je vais quand même vous laisser peut-être en 1 minute vous présenter tous les trois. Alors je vais commencer par Dorothée parce que tu es la première.
Bonjour à tous, alors je suis Dorothée Desraux, je suis directrice des affaires publiques de Mobiliance et donc je vous réexpliquerai juste après ce qu'est Mobiliance. C'est une fédération professionnelle qui représente les services de l'automobile et de la mobilité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laurent Perron. J'ai plusieurs casquettes. La première, c'est de travailler dans un institut de recherche sur les mobilités durables, qui est à la fois financé par l'État et par les industriels du secteur, qui s'appelle VDCOM. Et en parallèle de ça, je suis chef de projet de la fresque de la mobilité, qui est un outil de sensibilisation sur les enjeux de la mobilité décarbonée, faite par les shifters étant les bénévoles qui soutiennent les travaux du Shift Project. Bonjour à tous. Donc Jocelyn Loumetto, je suis délégué général de la FP2M. La FP2M, c'est la Fédération des professionnels de la micromobilité. Je donnerai des détails plus tard si vous le souhaitez. Et je suis aussi consultant mobilité d'une manière générale. Merci à vous trois en tout cas d'avoir répondu présent. Donc on va passer là 40 minutes à peu près ensemble, ou 3/4 d'heure. Alors le gros chapeau, vous l'avez tous en tête, mais je préfère reprendre quelques chiffres et on va dire reposer des ordres de grandeur quand même. J'ai repris du coup les chiffres des coûts de l'essence et de l'augmentation de ces derniers temps. Donc comme je ne les connais pas par cœur, je prends mon anti-sèche, mais on a plus 20% sur le gazole sur un an, plus 56% si on prend un recul un peu plus important, parce que j'ai pris là été 2020, 38% pour l'essence, plus 30% sur l'augmentation des coûts de parking aussi. C'est annexe, mais c'est quand même important. On sait que la mobilité aujourd'hui est le deuxième finalement coût et dépenses pour nos ménages. Alors troisième si on est CSP++, mais globalement pour une grande majorité des Français c'est le deuxième poste, à peu près 7 000 € si je prends à peu près l'inflation et les coûts ces derniers temps par an. Si on prend le filtre ou en tout cas le prisme énergie, à peu près 32% de toute l'énergie finale consommée en France va dans la mobilité, donc à peu près un tiers. Et associé à ça, il y a aussi le tiers de nos émissions de carbone finalement, puisque, et j'arrêterai sur les chiffres là, 90% de notre mobilité dépend des énergies fossiles. Voilà, une fois qu'on a dit ça et qu'on est à la Défense et qu'on a la chance d'avoir beaucoup de transports en commun, on a du mal à bien percevoir, on va dire, toutes ces dimensions. Mais c'est pour ça qu'on voulait avoir un panel assez large, avec des expertises très complémentaires. Et du coup, je vais commencer par les premières questions. Alors, le sujet de la table ronde, où le titre c'était réactivité ou urgence. Bon, je vous avoue que ça m'a amené dans un débat philosophique en préparant la table, mais du coup, on ne va pas rentrer dans le détail de ces réflexions. Mais donc, peut-être commencer par Dorothée. Concrètement, toi qui représentes les intérêts finalement du monde de l'automobile hors constructeur, qu'est-ce que pensent peut-être ces professionnels? Est-ce qu'il y a des signaux faibles? Est-ce qu'il y a des cas concrets sur l'évolution de ces activités ou des coûts en tout cas associés à ces coûts de l'énergie et de la mobilité? Alors, donc, juste voilà, pour vous représenter effectivement ce qui est Mobiliance, donc c'est l'ex-CNPA, Conseil national des professions de l'automobile. Donc, nous, on représente vraiment tout le tissu de TPE, PME, ETI qui vont de la distribution automobile au recyclage, c'est-à-dire aux produits en fin de vie. Donc, tout ce qui est aussi transformation du parc roulant, puisqu'on a donc on a tout sauf l'industrie, sauf les usines. Et donc on s'occupe de tout l'entretien et réparation du parc roulant, du recyclage des produits, puisqu'on a par exemple les centres VHU agréés qui je dirais, désassemblent et proposent le recyclage de l'automobile, mais pas que, puisque aussi, il y a aussi tout le recyclage des vélos, puisqu'on représente aussi les mobilités douces, le vélo, et les startups de la mobilité, donc covoiturage, mobilité partagée, etc. Donc nous, on est vraiment, je dirais, dans tout ce qui est transformation aussi du parc roulant, et on considère quelque part qu'on est aussi un apporteur de solutions. Donc effectivement, moi, réactivité ou urgence, je dirais il y a urgence, clairement, puisque on a une crise géopolitique qui a différents facteurs et impacts. Le premier impact, évidemment, c'est la crise du pétrole, donc la hausse du carburant. Nous, on a beaucoup travaillé, puisqu'on a les stations-service chez nous, sur le développement, effectivement, de soutien aussi aux ménages, puisque, évidemment, il y a une problématique de pouvoir d'achat qui est centrale aujourd'hui.
avec cette crise du pétrole, mais pas que, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a aussi l'instauration des zones à faible émission, dont vous avez sans doute entendu parler, qui impacte aussi le renouvellement du parc. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Le consommateur, puisque c'est nos clients, hein, nous on a les contacts directs avec nos clients toute la journée, puisqu'on distribue aussi les véhicules, on a les concessionnaires automobiles, et donc les gens aujourd'hui sont perdus, ne savent pas quoi acheter en termes automobiles quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, je rappelle aussi que la dépendance de la voiture, elle reste encore présente, hein, puisqu'il y a à peu près les 3/4 des gens, 74% des Français, qui utilisent quand même leur véhicule pour aller au travail. Donc nous, on est vraiment sur un mix de solutions adaptées aux usages, c'est-à-dire c'est pas forcément la voiture, ça peut être aussi le vélo quand on n'est pas très loin de son travail. C'est déployer des solutions incitatives, développer les infrastructures. Mais en tout cas, il y a urgence aujourd'hui à ce que le consommateur, on le guide. Parce que on est en sortie de Covid, donc c'est vrai que le Covid, ça a provoqué aussi une prise de conscience. Aussi, on a vu la COP récemment, il y a la prise de conscience évidemment du changement climatique qui est de plus en plus présente. Et on est vraiment, nous, très très conscients de cette problématique de décarbonation des transports et des mobilités. Et comme on est vraiment, nous, un peu à la croisée des modes, c'est vrai qu'on veut vraiment agir et contribuer à cela. Peut-être juste, si on revient sur concrètement par rapport aux différentes filières que tu représentes, ou branches métiers, quelles sont celles qui aujourd'hui envoient un warning très fort ou alerte, on va dire, sur une limite de modèle, si on peut parler de limite de modèle? Les stations-service, typiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de transformation pour les distributeurs de carburant. Hein. On l'a vu, c'est très très compliqué. Hein. On sait que demain, le modèle de station-service qu'on connaît aujourd'hui, en fait, il sera encore présent à très très court terme. Donc nous, ce qu'on essaye justement, c'est de guider nos professionnels sur le fait de déployer des nouvelles énergies. Donc là, notamment avec le gouvernement et l'ADEME, on est en train de mettre en place la mise en œuvre d'un fonds de soutien pour les stations, notamment parce que les stations, c'est pas que les réseaux, c'est des entrepreneurs indépendants, donc qui ont en réalité peu de marge, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites stations en milieu rural qui peinent et qui disparaîtront. Donc nous, notre objectif, c'est aussi de les aider à déployer des nouvelles énergies, installer des bornes de recharge. Les bornes de recharge haute puissance, ça coûte très cher. Il y a des stations indépendantes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de déployer des bornes en milieu rural. Donc voilà, c'est un peu avoir ces capteurs et aider les professionnels à vraiment transformer et aussi décarboner. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois que Fabien Roussel a eu la blague de l'année dans le monde politique avec les pompistes, ou en tout cas... Les stations sont ceux qui ont à la fois le pistolet en main et sur la tête, ou en tout cas ou sur le... Voilà. Donc, Jocelyn, peut-être, ça m'intéresse effectivement d'avoir ton avis et ta position, puisque du coup, là, on a bien compris qu'effectivement, certaines professions sont en difficulté. De ton côté, toi qui défends les intérêts d'autres mobilités, est-ce que tu peux constater un lien entre pouvoir d'achat ou évolution de ses coûts et usage des micromobilités que tu vas nous présenter? Oui, donc la fédération, on a une petite structure comparée à Mobiliance, c'est à peu près une 50aine d'adhérents. Ils sont des fabricants, des importateurs, du service, donc de la formation, de fabrication de batteries, réparation. Beaucoup en ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de problématiques sur la réparation des d'engins de nouvelles mobilités. Il y a une vraie pénurie de compétences, de main-d'œuvre, mais je pense que dans le secteur de la réparation aussi, vous avez la même chose. Donc tous ces acteurs-là, donc sur ce qu'on appelle les micromobilités, c'est un peu complexe micromobilité parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses, mais simplement la fédération, il y a déjà beaucoup d'organisations qui défendent le vélo, il y a des organisations qui vont défendre les scooters électriques, donc nous on n'est pas là-dessus, on va être plutôt 80% des engins, ce sont les trottinettes électriques. Sinon, on va avoir de la gyroroue, des cyclomobiles. Donc, tous ces engins-là qui commencent à émerger, qui commencent à arriver. Et sur la question de urgence ou réactivité, je serais tenté de parler d'urgence, mais en fait, c'est la réactivité, puisque les tendances, la crise aujourd'hui va les renforcer, mais ça fait 2-3 ans qu'il y a une explosion en termes d'usage de ces nouvelles mobilités-là. Et ce dont le secteur a besoin, justement, c'est de réactivité. Parce que par définition,
les produits ne sont pas spécialement, ils sortent pas du nez en une trottinette électrique. Ça fait 100 ans que les gens voient des trottinettes, pas électriques mais motorisées. Mais le service, il est nouveau. L'usage est nouveau. Et là, on a plus besoin de réactivité en termes d'adaptation des réglementations, mais aussi des usages, de cohabitation, d'acceptation, d'accompagnement. Donc on est plus dans une tendance où il y a besoin de réactivité pour que l'écosystème se rende compte de ce que c'est ce nouveau phénomène-là. Et c'est ce dont souffrent, on va dire, les micromobilités, c'est soit la sous-estimation du phénomène par beaucoup d'acteurs de l'écosystème, la non prise en compte du tout, et puis de beaucoup, quoi que ça commence à passer, vous vous dites c'est un effet de mode, à un moment ça passera. Bon, ça, je pense que les gens sont un peu revenus de l'aspect effet de mode. Donc on a plus besoin de réactivité. Quant au lien, il est très clair. Excusez-moi, je vais parler de beaucoup de chiffres. Je vais sortir beaucoup de chiffres. Parce que aussi, on a été obligés, nous, fédération, à mener énormément d'études. Parce qu'en face de nous, on avait trop de gens qui parlaient de micromobilité avec un peu la politique du doigt mouillé. Ah ben, ça doit être ça, ça doit être ça. Et donc, notre objectif premier, c'est d'être vraiment un centre d'expertise. On objective un peu le discours. On fait énormément d'études. N'hésitez pas, hein, c'est sur notre site internet, c'est gratuit. On met beaucoup de choses à dire. On essaye évidemment de faire beaucoup d'études en collaboration avec France Assureur, avec Allianz, avec d'autres organismes. Donc, je vais sortir certains chiffres. La moyenne d'âge aujourd'hui, c'est 37 ans. C'est très haut. Hein. Parce que si on est parisien, on a l'impression qu'il n'y a que des petits jeunes de 17 ans qui sont sur des trottinettes en free floating. On a un dispositif aujourd'hui, par exemple, ça fait 2 ans qu'on a un panel de plus de 800 personnes qu'on a suivi, utilisateurs. Donc ce sont des gens qui utilisent au moins une fois leur trottinette par semaine. On considère que ce sont des utilisateurs réguliers au moins une fois par semaine. Qu'on suit, ils ont un boîtier GPS sur leur trotte. Donc ça nous permet d'avoir de la donnée brute, c'est de la donnée collectée, des points GPS, et tous les mois, pendant 24 mois, ils ont reçu des questionnaires, une vingtaine de questions sur leurs habitudes d'usage, leur profil, ce qu'ils font, comment ils font et autres. Et ça, c'est en parallèle d'autres études qui sont menées sur des questions d'accidentologie, de risque, de pouvoir d'achat, sur les Français en général. Donc on commence à avoir une vision assez dense de ce que c'est que les utilisateurs et de l'interaction avec le reste de l'écosystème. La moyenne d'âge, comme je disais, c'est plutôt 37 ans. 67% des gens qui utilisent des trottinettes électriques, 67% l'utilisent en intermodalité, avec un autre mode de transport, la voiture, les transports en commun. Le monomodal, ce n'est qu'un tiers. Et en général, le monomodal, dans les 1 tiers, c'est près de 80% de wheelers. Vous avez vu les gens avec des gyroroues, eux, ce sont des vrais, on va dire des vrais geeks d'une manière générale, mais des passionnés. Et ils sont très souvent dans la démotorisation, enfin dans la décarbonation totale de leur mobilité, puisqu'on a quand même dans l'ensemble 10% des gens qui déclarent avoir revendu un véhicule parce qu'ils ont introduit un EDPM dans leur mobilité. Donc en général, c'est la seconde voiture, bien sûr. Et dans ces 10%, on a près de 60% qui sont plutôt des wheelers. Donc ce sont des gros utilisateurs d'engins, mais comme je disais, c'est les 2 tiers des gens utilisent en intermodalité avec un autre mode de transport. Et sur la question du pouvoir d'achat, évidemment, une trottinette électrique, on va de 200 € à 4000 €. Hein, la fourchette, elle est très large. Sachant que sur le marché, là, pour le coup, on a des chiffres marché qu'on sort depuis 4 ans. Le marché, c'est 53% de trottinettes de moins de 350 €. C'est dommage pour les industriels parce que ça ne fait pas très cher, le prix de vente moyen n'est pas très haut. Ça a tendance à monter, mais il faut voir que le cœur du marché, ce sont des gens qui vont acheter des trottinettes entrée de gamme qui sont en dessous de 350 €. La bonne nouvelle pour eux, c'est que dans 80% des cas de renouvellement, ils montent en gamme. Les gens montent en gamme. Donc la trottinette, c'est vraiment, on commence par l'entrée de gamme et quand une fois qu'on s'est rentré dans les habitudes, ils prennent une trottinette de meilleure qualité. Mais dans ces gens-là, c'est pas neutre de dire que 53% font des trottinettes à moins de 350 € parce que le profil d'utilisateur aujourd'hui, on a 49% de CSP-, et 13-14% d'inactifs. Donc inactifs, étudiants, chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, la mobilité en micromobilité, c'est essentiellement des gens c'est ceux qui souffrent le plus aujourd'hui d'augmentation des coûts. Et on sait que nous, les tendances, donc l'année dernière, 2021, c'est près d'1 million de trottinettes électriques vendues.
Et on sait qu'on va continuer à progresser sur 2022. Les tendances c'est entre 30 et 35% de croissance en volume. Mais on sait aussi, enfin, on se pose aussi les questions sur est-ce que le prix de vente moyen ne va pas baisser. On sait que de toutes les façons, les gens vont en acheter de plus en plus. Mais étant donné que ce sont ceux aussi qui sont le plus impactés par l'augmentation du coût de la vie d'une manière générale, bah, peut-être que justement, ils vont aller acheter des trottinettes de moins en moins chères. Donc on va avoir du volume, mais est-ce qu'on n'aura pas une baisse pour le coup du prix de vente moyen parce que ça, ils sont essentiellement touchés. On a fait aussi beaucoup d'enquêtes sur justement l'impact de l'augmentation du coût des carburants d'une manière générale, que ce soit dans notre panel d'utilisateurs, mais aussi d'une manière générale d'utilisateurs des mobilités, donc les gens, utilisateurs de trottinettes qui ne sont pas dans notre panel. Et là, l'impact, évidemment, il est très fort. On a quasiment 38% des gens qui déclarent économiser entre 30 et 100 euros par mois, à partir du moment où ils ont utilisé de moins en moins de voitures dans leur mobilité. En fait, au départ, nous, on se dit, mais 100 euros, c'est énorme, hein, c'est pas possible. Mais en fait, ça va très vite. Il suffit de dire, bah, j'ai une voiture que j'utilise plus, donc j'ai laissé tomber, je ne paye plus l'assurance, l'entretien, l'essence. En fait, ça va très vite. Hein. Dans l'année, on est entre 2 000 et 3 000 euros sur les coûts globaux. Et à partir du moment où il y a une voiture qu'on n'achète pas, c'est très simple de calculer. Donc les impacts sont vraiment importants en termes d'utilisation. Et on sait aujourd'hui que la population qui va utiliser les trottinettes électriques, c'est celle qui... En fait, la crise, c'est une opportunité énorme dans ce secteur, parce qu'il va y avoir des volumes. Et c'est un gros risque, parce que, évidemment, sur les trottinettes les moins chères, il y a moins de marge pour les professionnels. Et s'il y a moins de marge, je risque de me retrouver, moi, avec des adhérents qui vont mettre la clé sur la porte, alors même que la demande va exploser. Donc on est dans un moment un peu paradoxal qui est dû à cette augmentation du coût des transports. Et effectivement, ce qui était étonnant, parce que du coup notre métier c'est de lire une partie de tes études ou d'autres pour après objectiver nos accompagnements, mais effectivement j'avais bien perçu cette population qui finalement n'était pas si marginale en usage, même si le phénomène est récent, et on a tous été étonnés il y a quelques années de voir autant de trottinettes, et on s'est dit mais est-ce que ça va être un effet de mode? Donc non. Et est-ce que les populations qui l'utilisent font du report modal de voiture? Un peu. Beaucoup d'intermodalité si je résume, et surtout c'est effectivement des populations sensibles, et donc du coup c'est un moyen de transport pas cher pour aller au travail finalement. Sur le report modal, là aussi on a des choses, parce qu'on a été obligé de faire beaucoup de choses pour rassurer notamment nos amis du monde du cycle, parce qu'on avait l'impression que tous ceux qui font de la trottinette, c'est des gens qui font pas du vélo. Donc plusieurs fois on leur dit, ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes profils. L'utilisateur de vélo électrique n'est pas un utilisateur de trottinette électrique. On a une porosité de 3-4%. Et ça fait 2-3 ans qu'on fait des études où c'est à peu près 3-4%. On a très souvent des gens qui deviennent en plus multiproduits. Quelqu'un ne va pas laisser tomber son vélo du jour au lendemain pour dire maintenant j'utilise la trotte. En général, il fait les deux, mais c'est 3-4%. Mais l'impact le plus important aujourd'hui en termes de... En fait, ce qu'on calcule, ce n'est pas le fait d'avoir laissé tomber la voiture ou autre, parce que, encore une fois, la trottinette électrique, c'est vraiment beaucoup d'intermodalité. En fait, on évalue en volume kilométrique quel est le mode de transport qui a été le plus impacté. C'est ce qu'on détermine et avec du GPS et avec du déclaratif. Et aujourd'hui, sur le mode de transport le plus impacté, on a moins 18% en volume kilométrique sur la voiture, moins 14% sur les transports en commun de proximité, le bus et autres. Donc et ça, on le sait, la voiture, c'est essentiellement des questions de coût. Le transport, c'est essentiellement des questions de confort et de réactivité. On veut aller vite, on veut éviter les bouchons, on veut être confortable. Et on a... la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la marge d'erreur, mais on a plus 2-3% avec les transports en commun longue distance. Donc on a un rabattement de gens qui utilisent un peu plus, on reste dans la marge d'erreur, mais qui manifestement, soit c'est stable, soit ils utilisent un peu plus les transports en commun longue distance, donc TER, RER, à partir du moment où ils ont leur trottinette électrique. Et à côté de ça, on a beaucoup de verbatim, parce qu'on les interroge, on va dans le détail pour savoir pourquoi ci, pourquoi ça. Et on se rend compte que très souvent, le trajet le plus commun, j'utilisais ma voiture pour faire 12 km, parce que en fait, de chez moi jusqu'à la gare, j'ai 3 km, et 3 km, les gens ne marchent pas, faut pas. Concrètement, les gens ne marchent pas. Et donc, plutôt que de faire les 3 km, ils prenaient la voiture sur les 12. À partir du moment où j'ai la trottinette, je fais les trottinettes, je fais ce trajet de 2-3 km en trottinette, je prends le RER et ensuite j'y vais. Et ça nous permet d'avoir effectivement
des gains en termes d'énergie, puisque ça aussi on les évalue, qui sont plutôt plus importants pour des gens qui déclarent faire entre 2 et 3 km de trajet. Donc en fait, les plus courts trajets, c'est là où on économise le plus d'énergie. Parce qu'en fait, c'est là où on décarbone le plus. Ok. Donc merci pour éviter les préjugés sur ces modes. Alors bon, bien évidemment, la voiture reste prédominante, hein, on le sait. Dorothée t'en a parlé, mais c'est un tout petit peu moins d'après les derniers chiffres que j'ai vus. 72,5% de gens qui viennent en voiture voilà, au travail. En tout cas, depuis les années 90, qui est un peu notre point de repère sur le sujet carbone, on continue d'émettre un peu plus de CO2 sur la mobilité et de dépenser plus d'énergie. J'ai les chiffres, mais je ne vais pas vous les donner maintenant. Et en parallèle, j'ai repris les chiffres de l'INSEE sur les déplacements pour savoir un peu comment se déplacent finalement nos concitoyens au quotidien, nous-mêmes. Alors en fonction des sources, c'est un peu compliqué parce qu'on peut aller jusqu'à 50% des trajets de moins de 7 km. Mais là-dedans, on prend le petit trajet qui permet d'aller chercher sa baguette ou qui permet d'aller déposer ses enfants. Mais si je prends juste le focus de la distance médiane, donc vous voyez, c'est la moitié en dessous, la moitié au-dessus des Français pour aller au travail, elle est de 10 km. Donc, je pose ça sur la table, mais effectivement, on sent que 50% des Français, en distance, font moins de 10 km pour aller au travail. Ce qui, quand même, reste des distances tout à fait acceptables pour peut-être d'autres modes de transport que la voiture seule. Mais tout ça m'amène à pourquoi, comment, finalement, tous ces chiffres qui permettent de nous dire qu'on a un potentiel, un gain, on n'arrive pas à basculer autant que ça, finalement, sur ces autres modes. Donc peut-être Laurent, peux-tu nous donner aussi peut-être quelques éléments, grille de lecture, toi qui sensibilise beaucoup à ces enjeux? Oui, en effet. On constate tous que la voiture a une place complètement prédominante aujourd'hui dans nos trajets, que ce soit en mobilité quotidienne ou en mobilité longue distance. Des chiffres que vous connaissez sans doute par cœur, mais en mobilité quotidienne, plus de 80% des kilomètres qu'on parcourt tous les jours sont faits en voiture. Et 40% de tout ça, c'est fait en voiture tout seul dans l'auto, en autosolisme. Juste une petite parenthèse, une voiture aujourd'hui, ça pèse en gros 1,3 tonne pour trimballer une personne et demie. Donc en gros, 1,3 tonne de ferraille, pour utiliser des termes un peu vulgaires, mais 1,3 tonne de ferraille pour trimballer 100 kilos de personnes. Donc ça, c'est le panorama tel qu'il est aujourd'hui. Si on dézoome un petit peu, en fait, on a construit depuis une soixantaine d'années la société grâce et autour de la voiture. Notre urbanisme est construit complètement autour de la possibilité qu'offre la voiture individuelle. Une partie de l'industrie française a été construite autour de la voiture. Les villes, les loisirs, les achats ont été construits, encore une fois, autour de cette possibilité de se déplacer tout seul. Et la production de masse des voitures a permis un prix d'accès qui a rendu la voiture accessible à tout le monde. Les taux de motorisation sont extrêmement importants en France, mais dans tous les pays développés du reste. Ça a été rendu possible par un truc magique qui s'appelle le pétrole. Abondant, pas cher et disponible à peu près partout. Timothée l'a dit tout à l'heure, encore plus de 90% de l'énergie qu'on utilise dans les transports, et en particulier dans la voiture, est issue du pétrole. Donc on entend beaucoup parler de voitures électriques, hydrogène, tout ce qu'on veut, mais pour l'instant, le fait est, et encore pendant plusieurs années, on sera complètement dépendant de notre mobilité de cette énergie fossile qui, même si le prix augmente assez considérablement, reste plutôt pas cher par rapport à d'autres énergies. Et alors le petit problème qu'on va avoir, et là je prends la casquette Shift Project, c'est que les approvisionnements en énergie fossile et en pétrole en particulier plafonnent déjà depuis un certain nombre d'années et ne pourront que décroître dans les années à venir. Et il ne vous aura pas échappé non plus qu'on ne dispose pas d'énergie fossile en Europe ou très peu. Et donc les tensions d'approvisionnement sur ce type d'énergie vont se contraindre assez fortement dans les quelques années qui viennent. Les rapports de Shift là-dessus, c'est à partir de 2030, on va connaître une contraction de nos approvisionnements en pétrole, mais aussi en gaz, assez sensible. Donc, pour en revenir au titre de la table ronde, réactivité ou urgence, moi j'aurais tendance à dire les deux, mon caporal. Mais on y reviendra peut-être dans la conclusion, on a quand même tout intérêt à se préparer rapidement maintenant
à, d'une part, la sortie des énergies fossiles, mais ça veut dire aussi certainement repenser complètement notre mobilité. Ce que je voudrais dire pour compléter, c'est que les conséquences de la mobilité telle qu'elle est aujourd'hui posent quand même un certain nombre de questions sur la place physique qu'occupe la voiture individuelle dans nos sociétés, sur les pollutions locales, et on reviendra sur les ZFE tout à l'heure, sur le nombre d'heures qu'on perd dans les embouteillages tous les ans, sur la pollution sonore liée au transport. On en a fait l'expérience pendant le confinement. Le plus surprenant là-dedans, c'était le silence lié au fait qu'il n'y avait plus du tout de transport sur les routes et dans les airs. Et puis, au-delà, le problème des émissions de CO2, un tiers des émissions de CO2 pour le transport, la moitié de tout ça, c'est la voiture individuelle. Et indépendamment de nos problèmes d'approvisionnement fossile, c'est aussi un sujet qu'il faut qu'on traite. Alors, bon, je pense que sur le constat, on a bien balayé le sujet. Mais donc, concrètement, si je te pose une question complémentaire, quand tu sensibilises des employeurs ou des citoyens, quels sont les gros freins que tu vois ou les grosses pressions là, qui montent en ce moment et comment éventuellement aborder des éléments de réponse, enfin donner des éléments de réponse. Ouais. Ma conviction intime, c'est que dans la période où on est, il faut sensibiliser et informer le plus possible sur le contexte dans lequel on évolue et dans le contexte de plus en plus contraignant dans lequel on évoluera dans les années à venir. Donc l'enjeu de la sensibilisation, de l'information, à mon avis, il est crucial aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est qu'on acceptera des changements profonds que si on a compris pourquoi il faut les faire. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'agira efficacement que si on sait pourquoi il faut agir. Alors ça peut être un peu la même chose, mais pas tout à fait. Et dans ce contexte-là, il y a un tas d'outils aujourd'hui de sensibilisation, de formation qui existent et qui prennent une large ampleur. Donc là, en l'occurrence, je vous parle de la fresque de la mobilité. Donc il y a un outil de sensibilisation, grand public, employeurs, collectivités, pour justement essayer de comprendre les enjeux qui se cachent derrière la mobilité telle qu'elle est et comment on peut faire dès aujourd'hui pour décarboner la mobilité des personnes. Mais cette fresque-là, elle s'inscrit dans un tas d'autres outils, dont la fresque du climat est la plus connue aujourd'hui, qui va toucher quasiment 1 million de personnes bientôt. J'ai le sentiment que à la fois le grand public, mais aussi les employeurs sont très friands de ce type d'outils, parce que ça permet à la fois de faire de la formation et du team building aussi. Et l'aspect ludique de cette affaire montre que... et le déploiement montre qu'il y a un réel attrait, mais il y a un réel attrait pour le contenu également, sur les informations qu'on peut faire passer. Et ça me semble une étape ou un pied dans la porte indispensable pour passer à l'action efficacement. Ok, merci. Bon, ce qu'on retient aussi là, par exemple, des actualités, c'est qu'effectivement, ce coût de l'énergie ne va pas diminuer, enfin, va plus diminuer a priori. Enfin, l'Agence internationale de l'énergie nous dit elle-même que l'Europe aura finalement d'ici 2030, mais tu l'as déjà dit, des fortes pressions et des tensions sur l'approvisionnement. Alors c'est soit on divise par deux, soit on multiplie par deux, à minima, les coûts, d'après ce qu'ils disent. Donc, mais c'est peut-être minimisé, mais en tout cas, voilà, on voit que l'ordre de grandeur est quand même important. En parallèle, on sent qu'on a quand même des politiques publiques qui font évoluer un certain nombre d'horizons sur ces sujets. Alors on peut prendre l'arrêt du thermique pour une grande partie des véhicules. On prend aussi les zones à faible émission, qui sont des sujets qui opposent a priori beaucoup, en ce moment, en tout cas dans les débats, pouvoir d'achat ou fin de mois et fin du monde. En tout cas, dans les médias, c'est souvent les zones à faible émission, c'est une barrière à l'entrée des villes pour les populations les plus fragiles. Dorothée, par rapport à ces actualités, ces enjeux, quelle est la position de Mobiliance, ou en tout cas la tienne déjà à minima, et comment aider à concrètement trouver des alternatives?
Alors, juste aussi pour revenir quand même aussi sur les conséquences citoyens et professionnelles. Donc, en fait, on a, c'est vrai, une double crise. Donc, on a la crise énergie, on a aussi la crise des semi-conducteurs qui impactent l'automobile, puisque vous savez qu'en ce moment, il y a quand même une pénurie de semi-conducteurs. Donc, je ne sais pas si vous avez acheté une voiture récemment, mais on a bien 6 mois de délai en plus juste pour avoir un véhicule, et ça entraîne aussi mécaniquement une envolée des prix des voitures. Donc, moi, ma première remarque, c'est attention, parce que l'automobile, quand même, il y a quand même une dépendance encore aujourd'hui, notamment dans les territoires. Et donc, il faut faire quand même attention à ce que ça ne devienne pas un produit de luxe. C'est quand même ma première, je dirais, ma première remarque. Après, attention aussi au sujet des zones à faible émission. Pourquoi ? Parce que j'entendais tout à l'heure, j'ai quand même une petite remarque, c'est qu'aujourd'hui, le choix des gens d'aller vivre en périphérie des villes, c'est pas forcément un choix, en fait. Bon, n'oubliez pas que les politiques de mobilité, c'est complètement aussi lié aux politiques du logement et à l'urbanisme, et que parfois, en fait, quand on va s'installer, par exemple, vu les coûts des prix du logement à Paris, quand on a une famille, c'est vrai que souvent on va s'installer en périphérie ou voilà, un peu plus éloigné du centre de Paris, et que pour aller au travail, on a une certaine distance. Donc voilà, juste pour dire que attention au prisme, au lien politique logement et politique des mobilités, qui fait que on fait pas, voilà, il n'y a pas forcément juste un choix. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut faire attention au fait d'être... nous, ce qu'on promeut, c'est à la fois l'intermodalité, c'est-à-dire développer des outils pour développer l'intermodalité dans les villes. Et ça, on est encore, je trouve, au début de la réflexion. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire monotransport. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est le transport sans couture. C'est-à-dire vraiment le fait de pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre facilement. Pas forcément que l'automobile, comme je disais tout à l'heure. Le vélo, la trottinette. Et on voit que selon les usages, c'est important d'avoir ces outils multimodaux. Après, sur le mix énergétique, c'est aussi important, et y compris pour nos acteurs de l'automobile, de ne pas avoir mono-énergie. Pourquoi ? Parce que sinon, ça entraîne une dépendance. Alors, il y a eu le thermique, c'est vrai. Donc, on sait qu'il y a eu le Fit for 55 qui dit en 2035, plus de vente de véhicules thermiques. Donc, c'est quand même un changement de paradigme pour l'automobile qui est juste... on est à une croisée des chemins. Là, je ne sais pas si vous en avez conscience sur le secteur automobile, mais qui est juste une révolution, je pense, comme on n'a pas connu depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, sur le marché du véhicule électrique, hybride rechargeable, pur électrique, on est à peu près entre 20 et 25%. Donc c'est vrai que ça reste un quart aujourd'hui des ventes. Donc ça reste encore... il y a une progression. Les dispositifs publics incitatifs aujourd'hui, ils permettent de faire progresser. Mais il y a d'autres solutions aussi aujourd'hui. Il y a le 85, les biocarburants, le fait d'installer un boîtier sur son véhicule, ça constitue une solution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense qu'il y a les dispositifs incitatifs qui pourraient aussi davantage développer ce fléchage vers ce type de biocarburant. Il y a également le rétrofit. Alors, on a annoncé, on est en train d'intégrer les acteurs du rétrofit au sein de Mobiliance. C'est le fait d'installer une batterie dans un véhicule thermique. Eh bien, ça peut constituer, notamment par exemple sur le véhicule utilitaire léger, sur le VI, des solutions, et notamment dans le cadre de ce développement des zones à faible émission. Et puis, de manière générale, c'est créer des dispositifs incitatifs et fiscaux. Alors nous, par exemple, dans ce qu'on propose, on a notre branche start-up de la mobilité qui s'appelle l'Alliance des mobilités qui propose un crédit mobilité. Donc ça, typiquement, c'est des dispositifs qui peuvent s'ajouter aux dispositifs purement automobiles qu'on connaît aujourd'hui, le bonus écologique, la prime à la conversion. Le crédit mobilité, vous mettez au rebut votre véhicule et à la place d'une PAC pour racheter un véhicule, vous avez une somme, un montant pour développer d'autres modes de mobilité. Bon, ça peut répondre clairement à un besoin de certains usagers en centre-ville, en zone périurbaine. Et de manière générale aussi, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'il faut déployer davantage les nouvelles mobilités, les mobilités partagées dans les territoires. Parce qu'aujourd'hui, on est encore en début de phase. Les AOM ne se sont pas encore suffisamment emparés de déploiement de nouveaux budgets pour ces nouvelles mobilités. Donc on est encore un petit peu en stade de maturité pas très avancé. Donc il faut déployer aussi pour que les collectivités se saisissent de ce sujet. Après, sur les zones à faible émission, vous le savez, ça a été déployé avec la loi LOM, avec la loi climat et résilience. Aujourd'hui, on a quand même 43 métropoles qui doivent mettre en place des ZFE. Donc
c'est un sujet quand même qui concerne aujourd'hui à peu près 43% du parc, puisqu'il y a 43% du parc qui, critère 5.4.3, va sortir d'ici 2025. Donc c'est pas du tout neutre, il y a encore une question d'acceptabilité sociale, de pouvoir d'achat. Nous, on avait mené une enquête il y a quelques mois avec Harris Interactive qui montre qu'il y a à peu près 60% de la population qui ne sait pas ce que c'est qu'une ZFE. Donc en fait, ils vont devoir renouveler leur véhicule, mais en fait, la ZFE aujourd'hui, ils n'ont pas pris conscience en fait que demain, leur véhicule diesel ou leur véhicule critère 3 ne pourra plus rentrer dans Paris, Grenoble ou Lyon. Donc c'est quand même un vrai sujet. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut développer les dispositifs d'information sur les ZFE. Ça, c'est un prérequis. Nous, ce qui nous semble, c'est qu'aujourd'hui, la vignette critère, elle devrait être retravaillée. Parce qu'aujourd'hui, elle est juste sur la date d'immatriculation du véhicule. Mais pourquoi ne pas intégrer le fait d'entretenir bien, par exemple, son véhicule? Parce qu'en fait, on prend exactement la vignette critère, elle ne regarde pas si on entretient bien ou pas son véhicule. C'est-à-dire que les émissions réelles du véhicule, on pourrait dire que, par exemple, au contrôle technique, on vous donne une petite vignette en fonction de vos émissions réelles. Ça pourrait aussi intégrer aussi un peu la problématique sociale sur ce sujet. Donc c'est vrai que les ZFE aujourd'hui, voilà, il y a vraiment cette problématique du pouvoir d'achat. Nous, on pense qu'il faut vraiment accompagner et évidemment, il faut garder une stabilité de tout ce qui est bonus écologique et prime à la conversion, parce que si on ne fait pas ça aujourd'hui, l'accélération du parc, elle tient aujourd'hui à ces dispositifs. Et donc, si on veut avoir le moyen de nos ambitions, malheureusement, il faut garder ces subventions à la fois au niveau national et régional. C'est ça qui fait aussi progresser le renouvellement du parc. Oui, j'avais regardé effectivement sur la capacité qu'on a à renouveler le parc français est assez compliquée, puisque du coup, tu as déjà donné les chiffres, mais 33% des voitures sont sur des vignettes critère 2, donc ça va à peu près, mais 48% et pratiquement 50% du trafic généré, c'est 3, 4, 5. Et quand on prend le rythme, il faut à peu près 10 ans pour arriver à switcher ces véhicules. Sachant que ça, c'est théorique et on ne prend pas le sujet pouvoir d'achat derrière ce switch. Parce que 38%, là, ou en tout cas presque 40% des ménages les plus pauvres, c'est cité comme ça dans les enquêtes INSEE, sont ceux qui ont les vignettes 4 et 5. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une corrélation. Alors du coup, comme on arrive bientôt sur la fin, mais j'aimerais quand même rentrer un peu dans des actions très concrètes ou dans des recommandations ou des signaux faibles peut-être qui doivent se déployer. Je vais vous laisser la main à tous les trois, mais concrètement, si on doit prendre la parole face à un dirigeant, un employeur qui veut quand même aider ses collaborateurs à se déplacer mieux aujourd'hui au quotidien, ou éventuellement, alors c'est moins notre sujet aujourd'hui, mais un élu qui parlerait à des citoyens, voilà, je vous laisse 1 à 2 minutes chacun pour éventuellement trouver là où le conseil à donner, enfin la recommandation ou le conseil à donner sur des choses très pragmatiques, très concrètes qu'on pourrait déployer dès janvier 2023. Qui veut commencer? Allez, je me lance. Allez. Dorothée l'a dit, mais en préambule, il faut faire attention à pas avoir de prisme urbain. Les situations sont très différentes suivant qu'on habite dans des villes denses ou périurbains ou des zones peu denses rurales. Les situations, encore une fois, sont très différentes et les possibilités ou les leviers d'action qui sont à la disposition des employeurs et des salariés sont là aussi très différentes. Pour autant, à court terme, il y a quand même des trucs qui existent, enfin, vous les connaissez tous, et qui peuvent être extrêmement efficaces, aussi bien en termes de pouvoir d'achat que de sortie de la dépendance au pétrole ou de lutte contre le réchauffement climatique. Le covoiturage est un facteur déterminant. Il est de premier ordre dans les émissions, dans les coûts, dans tout ce qu'on veut. L'utilisation des transports en commun et des mobilités actives ou des engins de déplacement personnel peut être une solution aussi, alors pour peu qu'il y ait un minimum d'infrastructures qui le permettent en toute sécurité. On parlait tout à l'heure des 10 km en médian. 10 km, c'est, pour peu, encore une fois, que les infrastructures soient à peu près adaptées, c'est largement à la portée d'un vélo à assistance électrique, largement. En une demi-heure, vous faites ces 10 km. Le télétravail, pour les postes qui sont télétravaillables, est aussi une option intéressante.
avec les limites qu'on peut avoir sur le sentiment d'appartenance, sur l'isolement, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, en termes d'émissions et de sortie de la dépendance à la voiture, c'est intéressant. Et puis, un point alors qu'on connaît sans trop connaître, c'est l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est rouler moins vite, rouler moins brusquement, avoir une voiture entretenue et des pneus gonflés. Ça peut paraître trivial, mais l'enjeu là-dessus, il est de l'ordre de 10 à 15% des émissions de CO2, de carburant et d'euros. Et suivant notre point de départ, ça peut aller de 0 jusqu'à 30% d'économie. Des formations à l'éco-conduite, il y a plein d'organismes qui en proposent, ça prend une demi-journée. On pourrait très bien imaginer que tous les chauffeurs, tous les commerciaux, voire tous les salariés qui viennent en voiture soient formés à l'éco-conduite. Et là, il y a un gain direct et en pouvoir d'achat. Ouais, merci pour effectivement l'éco-conduite qui devient un sujet à la mode, mais je me rappelle il y a 13 ans en ayant monté Ecodev, avoir un spécialiste de l'éco-conduite dans ma voiture puisqu'on allait faire un déplacement assez loin en voiture. Et tout de suite, effectivement, l'anticipation aussi, anticiper les feux rouges qui vont arriver, anticiper un certain nombre de choses. Au-delà de la partie énergie, il y a aussi tout l'entretien. Donc c'est un vrai sujet. Et effectivement, on constate que c'est 15% à peu près en moyenne. Donc 15% de gain d'énergie par rapport à ce plan de sobriété, c'est un bon objectif. Jocelyn, du coup moi, de façon un peu basique, je parlerai du FMD, évidemment, Fonds fait mobilité durable, qu'il faut absolument qu'on déploie beaucoup. Parce que moi, j'ai fait, sur 1 an et demi, on a fait près de 300 interventions dans les entreprises, les collectivités, l'espace public et tout. Donc, on a parlé avec beaucoup de monde, des salariés et autres. Et en fait, il faut voir que le forfait mobilité durable, encore plus sur des engins comme des EDPM, vu le coût d'achat, c'est un booster important. Parce que même si il y en a beaucoup qui ne donnent que 200 €, mais quand on achète une trottinette à 450, 200 €, c'est très bien. Mais au-delà de la question du prix, tu parlais d'infrastructure, c'est vraiment ça, l'infrastructure. Le premier frein, c'est la qualité des pistes cyclables qu'il y a autour des entreprises, surtout dans les zones d'activité. C'est mon exemple que je donne souvent, j'ai intervenu sur Rosny-sous-Bois, donc discuter avec c'était l'adjoint-maire chargé de la réinsertion, je crois, qui remettent des jeunes au travail. Le problème, c'est que dans la zone d'activité, donc il y a l'arrêt du train, et ensuite il y a 3-4 km pour aller dans la zone d'activité. On a la problématique transport en commun sur les heures qui sont hors heure de pointe, c'est infernal, on attend 3 quarts d'heure, 1 heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis des vélos à disposition, des vélos en station. Ils se sont fait voler, évidemment, 80% des vélos. Et donc, ils avaient mis en place, ils réfléchi à mettre en place une politique de vélo électrique, donc faciliter l'achat du vélo électrique. Et donc, ce qu'on leur a dit, on revient sur la question sociale, dit, mais en fait, si vous êtes choisi ce moment-ci au Anguin, ça va très bien. Vous êtes Rosny-sous-Bois, votre population à vous, même si vous les aidez à hauteur de 600 €, un vélo électrique, le prix moyen, c'est 2 000 €. Le reste à payer, ils ne le feront pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la casse, acheter une petite Clio à 1 000 € et ils vont utiliser vieille voiture, polluante et autres. Ils ne mettront pas le 1500 ou le complément dans un vélo électrique. Donc il faut être pragmatique. Cette population-là, vu la moyenne d'âge, ce serait plus simple pour vous de les aider à acheter une trottinette électrique qu'un vélo électrique parce que ça ne marchera pas. Nous, on a eu des villes avec lesquelles on a discuté, où on a pas mal arrosé, parce que sachez que, au moins pour le coup, les trottinettes électriques, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien du tout. Par exemple, je me rappelle, la ville de Nantes nous avait dit, oui, mais vu le coût, les gens n'ont pas besoin d'être aidés. Exactement le même raisonnement que quand on disait qu'il faut aider pour le vélo mécanique, on disait, non, ça coûte pas cher, donc les gens n'ont pas besoin d'être aidés. Oui, mais en même temps, c'est ceux qui ont le moins de moyens qui devraient pouvoir en profiter. Donc, on pourrait toujours épiloguer sur les questions d'aide financière, mais honnêtement, l'aide financière pour les trottinettes électriques, la vraie question, c'est les gens achètent aujourd'hui des engins à 300 €, 250 € qui ne durent pas. Et la problématique qu'on a, c'est ça. C'est pas simplement que mes professionnels fassent plus de marge. C'est une vraie question de durée de vie, qu'à partir du moment où on l'utilise, c'est évident que quand on va acheter un engin qui coûte 300 balles, ça ne peut pas être la même durée de vie que quand on va mettre 1 000 €. Donc la question de durée dans l'utilisation est importante, mais le plus important pour moi, je pense aujourd'hui, c'est vraiment l'infrastructure. Dans les entreprises, mettez des parkings sécurisés pour les trottinettes, parce que on a 8% de vol en ce moment. En 2019, quand on me parlait de vol de trottinettes, ça n'existait quasiment pas, sauf le carjacking, l'hijacking bien sûr, mais on n'avait quasiment pas ça. Depuis 1 an, on voit le vol. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont de plus en plus avec leurs trottinettes, ils ont besoin de les garer, rien n'est adapté. Les supermarchés de plus en plus n'en veulent pas, parce que vu le volume maintenant,
Ils veulent voir de moins en moins de gens qui se baladent avec des trottinettes à l'intérieur, ce qui est normal. Les foires, les salons, on ne se balade pas avec. Les restaurants, il y a 3 ans, je prenais ma trottinette, je mettais dans un coin, ça n'embêtait personne. Maintenant, ils en ont de plus en plus. C'est évident qu'ils n'en veulent plus à l'intérieur. Donc la question du parking sécurisé, même simplement un arceau avec 2 anneaux, ça devient de plus en plus un vrai frein. Parce qu'on a des gens dans notre panel qui se sont fait voler 2 fois, 3 fois leur trottinette, ils ont arrêté. Sachant qu'ils avaient déjà arrêté le vélo parce qu'ils s'étaient fait voler le vélo. Donc ce sont des gens qui vont faire quoi? Qui vont revenir à la voiture, qui vont revenir encore une fois, le problème c'est pas la voiture, c'est vu leur pouvoir d'achat, ils vont acheter, encore une fois, ils vont aller à la casse à Saint-Denis, acheter une vieille voiture à 1 000 € et on n'a pas résolu le problème. Et il y a un proverbe qui illustre bien tes propos, c'est qui achète pas cher achète 2 fois. Pour finir, Dorothée, donc je retiens par contre le forfait mobilité durable effectivement comme un outil pour financer la pratique, en tout cas l'achat. Et donc on a fait un baromètre, on tient un baromètre pour le ministère du coup de l'écologie et des transports sur le déploiement du forfait mobilité durable. Je vous encourage à aller taper baromètre FMD pour aller récupérer les données. Il y a des freins et leviers justement. Et Dorothée, pour conclure, donc concrètement. Je rejoindrai un petit peu mes 2 collègues. Déjà, effectivement, déployer des dispositifs comme le FMD, le faire mieux connaître aux entreprises, parce que je pense qu'effectivement, il y a encore un sujet de méconnaissance du dispositif. C'est encore beaucoup connu, je pense, surtout des grosses entreprises. Je pense qu'il va falloir le déployer aussi au niveau des PME ou des ETI qui, je pense, se sont moins emparés jusque-là de ce type de dispositif. Après, côté accélération de véhicules propres, il y a des dispositifs sur lesquels on est en train de réfléchir, type leasing social. Alors attention, c'est vrai que c'était une promesse d'Emmanuel Macron, le leasing social. Il faut faire attention quand même de ne pas subventionner, et là je reviendrai sur l'argument de souveraineté, que des véhicules produits à l'autre bout du monde, parce que là on peut quand même se dire que le bilan carbone de ces produits, si on regarde du puits à la roue, c'est pas forcément non plus complètement qualitatif. Donc nous on travaille beaucoup sur ces dispositifs. C'est vrai que le leasing social c'est une bonne idée à la base, mais ça veut dire quand même réindustrialiser en France. On voit aussi le sujet des gigafactories. Sur le sujet de l'électrique, il y a quand même le fait de relocaliser et de déployer les solutions électriques aussi en France, avec de la production de véhicules électriques en France. Donc bien penser à tout ça. Je reviendrai juste sur un sujet, mais en fait, il y a aussi le fait, il y a aussi un sujet de concurrence entre les acteurs au sein de la filière, notamment sur les data, par exemple. C'est un sujet plus technique, mais avoir un accès équilibré aux données, c'est aussi développer des nouveaux services et donc du coup déployer de la mobilité décarbonée. C'est vrai que ça, c'est un sujet peut-être un peu plus technique, un peu plus... on le voit moins, c'est en dessous des radars, mais développer des usages... pas que sur l'amont, mais aussi sur l'aval et multi-opérateurs, c'est très très important pour le pouvoir d'achat et pour la décarbonation. Et puis après, le sujet des infrastructures qui est majeur, donc le déploiement des bornes de recharge. Nous, on travaille au niveau de Mobiliance sur un plan de déploiement d'à peu près 10 000 bornes dans les services de l'automobile parce qu'on maille le territoire. Ce sera des bornes ouvertes au public, notamment, puisque ce plan-là cible spécifiquement les bornes ouvertes au public. Donc vraiment déployer à la fois bornes de recharge et puis après infrastructure aussi, par exemple pour la mobilité partagée, le covoiturage. Nous, dans l'article 301 qu'on est en train de travailler avec le ministère de l'écologie et le CGEDD, on essaye de déployer un certain nombre de solutions. Par exemple, il y a le fait de favoriser des dispositifs pour favoriser, selon le taux d'occupation des véhicules, on pourrait se dire, tiens, un péage autoroutier, il est moins cher parce qu'on est plus nombreux dans un véhicule, ou déployer des voies dédiées au covoiturage davantage que ce qui est fait aujourd'hui. Un accès privilégié, pourquoi pas aux ZFE, selon le taux d'occupation du véhicule. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore... on peut déployer beaucoup de solutions sur la mobilité partagée. Je pense que c'est pas encore assez fait, donc il faut inventer des choses nouvelles là-dessus. Merci. Du coup, on peut conclure par dire que finalement, il n'y a pas tant d'innovation que ça si on prend des innovations technologiques dans ces réponses et ces solutions, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, 15 ans que tous ces sujets, on en parle. Peut-être que là, c'est la bonne occasion, effectivement, de concrétiser un peu plus. Merci en tout cas pour votre participation. On a légèrement débordé, désolé Antoine. Mais je vous laisse maintenant la main pour la deuxième table ronde. Et à très bientôt.
Alors pour cette deuxième table ronde autour de la réflexivité, je vais appeler donc Julie Chrétien, Aurélien Bigot et Bruno Marsloff. Il n'y a que les trois. Ces trois-là. Allez-y, mettez-vous. Ouais. Ah oui, pardon. Tu brilles sur scène. C'est grâce à toi. Merci pour la première table ronde. Je vais revenir très très brièvement, parce qu'on a un peu de retard, sur un point qui a été cité lors de la table ronde précédente, qui disait que 90% de l'énergie consommée dans les transports était liée à des produits pétroliers, à l'essence. En fait, j'irai même plus loin, c'est pas 90, c'est 98 si on intègre les biocarburants, et notamment les produits pétroliers non routiers dans le secteur des transports. Donc vous voyez que la dépendance elle est encore plus forte, notamment liée à l'aviation et d'autres, le maritime par exemple. Donc on est ultra dépendant. Et donc aujourd'hui, a priori, il semble un peu illusoire de considérer que le prix de l'essence, globalement, le prix des produits pétroliers va diminuer. Et on peut même se poser la question de savoir si, eu égard des enjeux climatiques auxquels on doit faire face, la baisse du prix de ces produits est souhaitable. Ça fait très longtemps que des alertes sont lancées. Si on revient un peu dans le temps, dès le rapport Midos de 72, qui avait été très médiatisé dans le cadre du Club de Rome, nous étions alertés sur les limites auxquelles nous allions devoir faire face. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'il est difficile de s'extraire d'un modèle qu'on a construit. Et si je prends même l'opposé du rapport Midos, je vais citer, c'est assez rare que je le fasse, compte tenu de mes engagements, je vais citer le PDG de Total. En 2011, dans un interview qui m'était revenu en préparant cette table ronde, le PDG de Total, qui était à l'époque Christophe de Margerie, disait, c'était un interview au Parisien, et il disait le prix du litre à 2 € d'essence, c'est pas de savoir si ça va arriver qui est intéressant, mais c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver. Et il ajoutait dans cette interview que la clé, finalement, pour éviter une augmentation substantielle du prix de l'essence, c'était de travailler sur la réduction de la consommation. Le PDG Total lui-même disait ça. Alors après, il a ajouté évidemment qu'il fallait ouvrir des champs pétroliers complémentaires. Bon, on connaît la suite. Néanmoins, il le disait lui-même. Et donc, la question qu'on va se poser, notamment lors de cette table ronde, c'est essayer de comprendre d'où on vient, comment on en est arrivé à ce modèle-là, comment est-ce qu'on peut le questionner, quels sont les bloquants, et essayer de dresser un peu à long terme on va dire des orientations de politique publique ou des orientations pour globalement essayer de répondre aux enjeux qui sont ceux qu'on connaît aujourd'hui, la stratégie nationale bas carbone, la neutralité carbone en 2050. Et donc j'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir 3 personnes. Julie Chrétien, qui est directrice des opérations et des études chez Sisté Bureau de Recherche, Aurélien Bigot, qui est chercheur sur la transition énergétique des transports, et Bruno Marsloff, qui est sociologue et qui a beaucoup travaillé sur des enjeux de transport et notamment autour de la démobilité, et qui, par ailleurs, est aussi président de la Fabrique des mobilités. Alors pourquoi nous, la Fabrique, on anime cette table ronde? C'est que, en 2 mots, on travaille donc avec des acteurs publics, privés, autour de projets d'innovation, mais on travaille aussi surtout sur des enjeux de coopération entre ces acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et derrière, on essaye de les accompagner sur des nouvelles réflexions, sur des nouveaux paradigmes de mobilité. On essaye de les amener à se questionner, à identifier les problématiques auxquelles ils font face, et surtout à essayer de les rendre experts de leurs propres problèmes. Et derrière, on les accompagne sur, notamment l'Agence de l'innovation pour les transports, sur ces enjeux. Donc, pour me recentrer sur la table ronde, j'ai brièvement expliqué que la nécessité de transformation rapide de notre secteur, et donc celui de la mobilité, était plus que nécessaire et qui était majoritairement partagé. Mais aujourd'hui, pour pouvoir se questionner là-dessus, il faut qu'on réfléchisse à comment on est arrivé au modèle dans lequel on est aujourd'hui, comment on est redevenu dépendant de cela. Et donc Aurélien, je vais me tourner vers toi dans un premier temps. Comment on est venu dépendant des énergies fossiles,
comment on est devenu aussi dépendant de la voiture individuelle. Et tu as beaucoup travaillé dans le cadre de ta thèse sur l'évolution de la demande de transport, l'augmentation de la vitesse, sur les déplacements. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments de contexte ? Oui, quelques éléments de contexte dans ce schéma, notamment sur les évolutions depuis 2 siècles, en gros, de nos mobilités. Dans les éléments qui sont assez majeurs, c'est qu'on a eu finalement un nombre de trajets par jour et par personne en moyenne qui est resté relativement stable. Donc on fait 3 à 4 trajets par jour. Donc ça, malgré les transformations extrêmement fortes qu'il y a eu depuis 2 siècles dans la mobilité, ça c'est quelque chose qui est resté relativement stable. On se déplace aussi toujours de l'ordre de 1 heure par jour et par personne. Et là où la vitesse a un impact extrêmement fort, c'est que par contre cette vitesse des déplacements a énormément augmenté. Et puis la manière dont on s'est saisi de cette augmentation de vitesse, on n'en a pas profité quelque part pour passer moins de temps dans les transports en gardant les mêmes types de trajets, mais plutôt on en a profité pour aller beaucoup plus loin. Et du coup, une évolution majeure qu'on a eue sur ces dernières décennies, c'est que la demande de transport, les kilomètres parcourus par personne, ou les kilomètres parcourus par trajet en particulier aussi, ont énormément augmenté. En gros, ils ont été multipliés par 10 à 12 sur la période, d'où les tendances qu'on a de manière générale, à la fois sur l'aménagement du territoire, la hausse des distances domicile-travail, l'étalement urbain qu'il y a pu y avoir, la hausse des voyages à plus longue distance, etc., qui ont été rendus possibles par un accès à des modes de transport plus rapides, de plus en plus importants au sein de la population. Et du coup, si on regarde de manière générale comment ont augmenté les kilomètres parcourus en France par jour et par personne en moyenne, on voit que depuis le début des années 50, il y a eu une explosion donc, des kilomètres parcourus pour plusieurs raisons, mais en gros le gros mode de transport en tout cas qui a vraiment participé à cette explosion des kilomètres parcourus, c'est la voiture, et le fort report qu'il y a eu sur cette période-là, essentiellement depuis la marche, vers la voiture. Là, on ne le voit pas trop sur la marche en pourcentage des kilomètres parcourus, mais en pourcentage des temps de transport ou du nombre de trajets, c'est vraiment ça qui a été remplacé sur cette période-là par la voiture, et en même temps, donc, une part des kilomètres qui a été plus importante en voiture, mais aussi en même temps, quand en gros on a remplacé des trajets autour de 1 km par trajet en marche à pied par des trajets de l'ordre de 10-12 km en voiture en moyenne, parce que du coup quand on passe d'un mode de transport lent à un mode de transport rapide, donc de la marche vers la voiture, eh bien on en profite pour aller plus loin. Et du coup c'est comme ça qu'on a construit cette dépendance à la voiture. En tout cas c'est essentiellement sur ces 30 glorieuses depuis les années 50 que s'est construite cette dépendance, cette prédominance de la voiture dans la mobilité. Il y a plusieurs facteurs, ils ont été évoqué tout à l'heure aussi par Laurent Perron. Donc il y a à la fois l'objet technique qui s'est développé, mais ça datait déjà des décennies précédentes. Sur la période, il y a eu un peu de gain d'efficacité sur les véhicules, ce qui a permis potentiellement encore plus facilement de développer la pratique, étant donné que les coûts d'usage étaient moins élevés. Après, c'est tout un aménagement du territoire qui a été construit par la voiture et pour la voiture, parce qu'une fois qu'on a un territoire, des logements, des activités qui sont fortement étalées, avec une certaine dispersion des activités des logements, une certaine fonctionnalisation, etc., différents espaces qui nécessitent à chaque fois d'avoir des longues distances entre les différentes fonctions de la vie quotidienne. Les modes de vie se sont adaptés aussi à ça, à cette dépendance à la voiture, à ces longues distances. Et puis après, c'est aussi le soutien qu'il y a pu y avoir par les politiques publiques aussi, en grande partie, à la fois pour développer les infrastructures, notamment les infrastructures les plus rapides qui ont pu être développées sur cette période-là, le soutien aussi à l'industrie qui a pu y avoir, finalement la fiscalité qui n'a pas tant évolué que ça sur les dernières décennies. Si on regarde la fiscalité, par exemple, sur les carburants en pourcentage, en fait, ça fait pas mal de décennies qu'on est autour des mêmes pourcentages qu'aujourd'hui. Donc finalement, il n'y a pas eu de transformation extrêmement forte pour essayer aussi de sortir de cette dépendance à la voiture. Et c'est aussi ça qui explique que
même si depuis pas mal d'années, en gros depuis le début des années 2000, comme on le voit sur le schéma, on est sur des pratiques relativement stables sur l'usage de l'automobile, on est arrivé un peu à saturation. Eh bien, il y a des endroits où la pratique est plutôt en baisse, plutôt le centre des grandes villes, mais l'usage qui peut être compensé par ailleurs, notamment dans les zones moins denses, par toujours une augmentation de l'usage de l'automobile. Donc au global, on reste toujours dans une dépendance très forte actuellement à la voiture dans nos mobilités. Alors tu parlais effectivement de l'aménagement du territoire qui a été servi par l'automobile. Ça c'est un premier point intéressant. Le second, c'est l'imaginaire. D'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, dans l'une de ses propositions, avait émis le souhait qu'il fallait réguler notamment la pub dans les secteurs à fort impact environnemental. On pense évidemment à l'automobile. On sait que les pubs de la voiture, du SUV seul en ville, qui nous sont, avec l'imaginaire de liberté associée, sont assez illusoires compte tenu de la réalité. Et donc ces imaginaires servent aussi un mode de consommation. Bruno, en tant que sociologue, sur à la fois l'aménagement du territoire, qui donc sert, qui est un déterminant de la mobilité, et sur ces imaginaires extrêmement ancrés dans nos sociétés, notamment dans nos sociétés de consommation, est-ce que tu pourrais nous éclairer avec ton regard de sociologue? Oui, bonjour. Je pense que c'est bien, c'est intéressant et c'est un peu courageux de s'intéresser aux imaginaires. Quand je vois cette image d'Aurélien, je vois quelque chose d'assez effarant. C'est qu'au moment de ma naissance, c'est-à-dire aux alentours des années 50, la marche et le vélo représentaient quelques 50% des distances parcourues. Et regardez la part qui reste, je n'oserais donner un chiffre, mais on doit être de moins de 5%. Donc il y a quelque chose qui est absolument phénoménal, effarant, et sur lequel on peut peut-être essayer de mettre quelques mots sur les imaginaires. Alors hier soir, j'étais au cinéma, je regardais un nouveau film qui vient de sortir, qui est Marie Colère. Et Marie Colère, c'est l'histoire, un an avant la loi Veil, la mobilisation des femmes. Et une des premières images est assez intéressante, emblématique pour notre propos, c'est qu'on voit l'héroïne qui est sur un vélo et elle revient de son travail et on voit au fond un phare et le phare grandit progressivement et passe avec fracas à côté du vélo. Et ça, j'ai trouvé l'image extrêmement intéressante parce que ça dit toute la violence en fait de cet univers automobile. Et finalement, ça renvoie à sur quoi est-ce qu'on s'est appuyé pour connaître cette hypertrophie que nous raconte ce graphique d'Aurélien. On est rentré dans un imaginaire dans lequel la voiture a incarné énormément de choses. Elle a incarné la liberté d'aller et venir. Et elle a incarné surtout le mythe prométhéen du progrès, et ce à travers en fait des artefacts techniques. Et ça connaît aujourd'hui des prolongements. Je vous rappelle encore cette initiative de Airbus en 2017 de voitures volantes. Alors, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Ça rappelle le rapprochement de la SNCF avec Hyperloop d'Elon Musk. Et on voit comment perdure, un siècle après Ford, et sa voiture. Et au passage, quand même, il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'expérience et dans l'histoire de Ford, qui a inventé la productivité avec le taylorisme. Et est-ce qu'il n'y a pas un objet moins productif que la voiture, avec les chiffres qui ont été donnés à la table précédente, des taux d'occupation, des taux d'usage, quand on multiplie les deux, on doit être à moins de 5% de taux de productivité de la voiture. Donc il y a une étrangeté absolument phénoménale. Mais pour revenir donc à cet imaginaire, on voit comment, en fait, et ça a été rappelé, il s'est adossé en fait à un énorme travail
de l'offre au travers de la publicité, mais aussi très puissamment relayée par les institutions. C'est quand même bien les institutions qui ont fabriqué les infrastructures. C'est encore les institutions qui aujourd'hui mettent 8 milliards de pare-feux fiscaux sur les carburants pour continuer d'encourager la pratique automobile. Et c'est encore les pouvoirs publics qui vont mettre des milliards sur la table pour assurer la translation de la voiture thermique vers la voiture électrique. Les chiffres aux États-Unis, je ne l'ai pas vraiment en tête, mais on sait qu'il y a 700 milliards qui sont mis sur les programmes aujourd'hui verts de dollars, et on continuera d'être sur cette inertie. Et donc ça pose vraiment la question, c'est est-ce qu'on est condamné à voir croître cette courbe que nous propose Aurélien? Et finalement, y a-t-il des alternatives à ces imaginaires? Alors, les alternatives, en fait, il y en a. Mais la première alternative qui se présente, elle est diabolique, puisque c'est l'alternative de l'effondrement. Et l'alternative de l'effondrement, elle n'est pas plus acceptable que celle de la poursuite de la croissance. Et donc là, on est dans un espèce de dilemme. Jancovici, qui n'est pas à l'abri d'une provocation supplémentaire. J'ai regardé une de ses vidéos hier où, interrogé sur la croissance, il dit si on veut respecter le 1,5 degré d'augmentation de température, il faut demain et pour toujours être sur moins 6-7% de croissance du PNB. Est-ce que c'est entendable? Non, ce n'est pas entendable. Donc, sur quel imaginaire est-ce qu'on va fabriquer quelque chose qui va nous permettre d'arrêter cette foutue courbe? C'est là qu'on peut regarder ce qui se passe un petit peu du côté de la crise Covid. Parce que la crise Covid, comme pour beaucoup d'autres domaines, elle a été extrêmement passionnante, extrêmement riche. Parce que tout d'un coup, se sont cristallisées toute une série de pistes qui préexistaient, qui étaient déjà là dans les mentalités, qui commençaient à travailler. Et là, elles ont été, avec l'épée dans le dos, le passage a été forcé. Tout d'un coup, on a réalisé qu'on pouvait vivre absolument sans mobilité motorisée, ou quasiment presque. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit tweet de la SNCF pour dire on est devenus les champions de la démobilité puisqu'il n'y avait plus que 5% du dispositif SNCF qui continuait de marcher. C'est là où tout d'un coup, ce télétravail qui était quand même dans les programmes de la DATAR depuis la fin des années 80, avec les espaces publics numériques, ces fameux EPN, etc., tout d'un coup, on a forcé le passage. Et puis on a vu que ça correspondait quand même à des attentes. Alors il y a des réglages à faire, etc. Mais tout d'un coup, ça y est, la relocalisation du travail devenait possible. La proximité, tout d'un coup, on était forcé à cette proximité. Les courses, on ne pouvait les faire que chez l'épicier dans le coin, etc. Donc tout d'un coup, un certain nombre d'éléments se sont cristallisés qui ouvrent un paysage. Alors, comment est-ce qu'on peut appeler cet imaginaire? Moi, j'ai envie d'appeler un imaginaire d'apaisement. Et c'est vrai que quand on voit les études, et je citerai un seul chiffre, il y a une récente étude de Zenride qui évoque le chiffre de 65% des actifs qui souhaiteraient ne plus se déplacer en voiture pour se rendre à leur travail. Et que le même chiffre de 65% serait prêt à perdre 5% de son niveau de salaire pour réduire de manière significative ses déplacements. Donc voilà, entre inertie d'une croissance infinie et effondrement, y a-t-il la place dans l'imaginaire pour
quelque chose qui soit autre que la question du transport, puisque finalement, à trop se focaliser sur le transport, on ne réfléchit pas suffisamment sur les déterminants de ces mobilités, et peut-être faut-il réfléchir beaucoup plus à la question de l'habitabilité et des accessibilités. Merci Bruno. Dans ton intervention, tu as évoqué à plusieurs reprises la place des institutions, des politiques publiques. On va s'intéresser maintenant un peu aux bloquants de cette transformation. Julie, dans le cadre de tes travaux chez Sisté Bureau de Recherche, tu es amenée à fréquenter beaucoup de collectivités, d'acteurs publics. Et donc, la question est assez simple. Étant donné la place prépondérante, ou en tout cas pivot, dans les politiques de mobilité, étant entendu qu'elles sont systémiques, qu'elles sont compliquées, quels sont les bloquants ? Comment se construit finalement aussi la décision publique ? Alors, je dirais qu'il y a trois points de blocage distincts. Le premier, c'est que quand on est décideur public, quand on est élu pour 5 ans maintenant, et mine de rien, on est amené à gérer le quotidien. Devoir s'inscrire dans le long terme, d'un point de vue électoral, c'est pas forcément évident. Donc on essaie de résoudre les problèmes du quotidien, et les problèmes du quotidien, comme ça a été déjà évoqué lors de la table ronde précédente et comme ça a été redit ici, ça découle en grande partie d'un aménagement du territoire. Donc si vous êtes un élu dans une commune du périurbain ou du rural, il n'y a pas non plus des milliards de solutions que vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver des solutions un petit peu sur la marge, mais vous n'allez pas révolutionner les pratiques de mobilité sur votre territoire, et vous n'allez pas forcément réussir à résoudre le problème des 80 voire 90% de votre population qui va travailler en voiture. Donc finalement, des marges de manœuvre à l'instant T qui sont relativement limitées. Ensuite, sur la question du long terme, on a une question finalement un peu de démocratie, qui est que, alors nous on intervient auprès des collectivités, alors on est recruté généralement par les techniciens sur demande des élus. Alors il y a différentes configurations, on a des configurations, généralement les techniciens, après ils ont fait appel à nous, donc ils sont assez sensibilisés, des techniciens qui sont très au fait de ces sujets et qui veulent être, et qui sont moteurs. Régulièrement on a des élus aussi qui sont aussi assez sensibilisés, mais le fait est que les élus sont le reflet de la volonté commune. Ils ont été élus et ils ne peuvent pas non plus décider tout seuls, parce qu'eux, ils ont été sensibilisés. Si l'ensemble de leurs administrés n'ont pas été sensibilisés aux questions de développement durable et du poids des mobilités là-dedans, c'est très difficile pour eux de porter des politiques qui vont aller dans le sens d'une réduction de la voiture, même en proposant des solutions. On évoquait le fait que voilà, en vélo, 10 km, ça se fait bien s'il y a une infrastructure, on va y revenir. Mais en plus, ça veut dire que vos 10 km en voiture, a priori, vous les faites selon là où vous habitez, vous les faites en 15 minutes. En vélo, dans le meilleur des cas, vous les faites en 30 minutes si vous avez vraiment genre une voie express vélo et un vélo électrique, quoi, parce que le 20 km/h à vélo en milieu urbain, ça se fait pas parce qu'il y a des feux, ou alors vous grillez absolument tout. En milieu rural, ça peut se faire, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne bien. Donc vous êtes quand même en train de demander à vos administrés de rallonger leur temps de trajet au quotidien. Alors on peut dire qu'ils font du sport, etc. Mais voilà, on n'est quand même pas non plus sur quelque chose d'hyper évident. Et donc il y a cette question de mon intérêt à court terme et mon intérêt à long terme. Dernier point, même si vous êtes une personne assez sensibilisée à ces sujets, voilà, de passer de votre voiture qui vous permet de faire la chose rapidement au vélo, ça demande quand même beaucoup de motivation. Et donc l'intérêt privé à court terme n'est pas forcément mon intérêt personnel à long terme, ni l'intérêt commun de manière générale. Donc il y a cette question finalement de démocratie, de comment est-ce qu'on arrive à communiquer auprès des personnes, auprès de la population générale, comment on sensibilise la population générale, parce que finalement là on a beaucoup d'élus qui veulent faire des enquêtes au sein de la population, parfois pas tellement pour savoir comment ils vont réellement être affectés par la politique publique, mais est-ce que ça va passer auprès de leurs administrés ou est-ce que finalement ça va coincer, ça sert à rien qu'ils mettent en place quelque chose. On a vu
Les portiques pour la taxation, on a vu que ça a donné les bonnets rouges, on a vu les gilets jaunes, et mine de rien, les élus sont assez légitimement frileux quand on est en train de proposer quelque chose. Donc ça, c'est un deuxième point. Et toujours en lien avec cette question des temporalités, la question des infrastructures, quand il faut construire une infrastructure, qu'il est nécessaire de construire l'infrastructure pour que les pratiques arrivent, mais que pour les moments, les usagers ne sont pas là, là encore, c'est extrêmement difficile de dire que vous êtes en train de construire quelque chose pour les usagers de dans 10 ans. Moi, j'ai déjà été dans des réunions avec des élus où on leur disait, mais si, construisez une piste cyclable, ça va bien se passer, etc. Et ils vous disent, mais on n'a pas de cyclistes. On leur dit, bah oui, mais regardez, si vous construisez une piste cyclable, d'ici 5-10 ans, vous pouvez imaginer avoir une part modale de, voilà, selon les trucs, 5%, voilà. Ils font, ah bah du coup, on va la construire dans 10 ans, la piste cyclable. Bah non, ça ne marche pas. Mais on m'a vraiment dit ça. Et en même temps, ça s'entend, parce que si vous construisez la piste cyclable, bah, ça coûte de l'argent, donc c'est de l'argent que vous n'allez pas mettre dans la rénovation de la route, ou c'est un arbitrage que vous allez devoir avoir à faire avec un autre budget. Donc c'est cette difficulté d'arriver à convaincre les gens d'une projection très forte dans le futur qui n'est vraiment pas du tout, et surtout dans un futur qui est où on fait quand même le pari d'un renversement des priorités par rapport à ce qui a été le cas récemment. C'est facile pour les gens de se dire on va construire une nouvelle autoroute, bon, même si on en revient, mais parce qu'on a toujours connu une croissance de l'usage de la voiture, donc se dire que dans le futur, ça va continuer et que donc, ok, on va se projeter, on va élargir l'autoroute, c'est simple. Dire si, il va y avoir une croissance de l'usage du vélo, accompagner ça, rendez-le possible en construisant une piste cyclable, c'est pas du tout évident. Et puis il y a encore quand même des éléments de base qui sont pas forcément connus. Les effets d'induction, c'est pas forcément connu. Et du coup, je discutais encore hier soir sur les questions de vitesse, où j'expliquais que oui, baisser la vitesse automobile, ça permettait de réduire les embouteillages. C'est quelque chose d'extrêmement contre-intuitif, c'est extrêmement difficile à expliquer, mais on doit continuer à faire de la pédagogie parce que c'est difficile sinon de défendre nos politiques. Et donc après, il y a la question du coup de comment on communique ça, qui est encore un autre degré de complexité. Merci Julie. J'en profite pour saluer et remercier leur présence aux élus locaux qui sont dans la salle, qui font un travail compliqué au quotidien, mais nécessaire. Bruno, on a dans les différentes interventions, revient souvent deux notions que sont le temps et la vitesse. C'est marrant parce que dans toutes les tables rondes, souvent quand on parle de mobilité, on parle de gain de temps, de vitesse. C'est vraiment deux critères qui sont prépondérants dans les échanges. Comment on explique cela finalement? Comment ce rapport au temps, ce rapport à la vitesse, et Aurélien dans son propos introductif le disait également, sont devenus finalement des notions qui ont balayé tout le reste, et notamment l'impact, les externalités sur le territoire. Aurélien, tu peux nous remettre l'image précédente, qui est quand même à cet égard totalement édifiante, hein. C'est que les temps de trajet sont d'une stabilité formidable depuis la nuit des temps. Et en même temps, la vitesse, elle est exacerbée dans des proportions absolument monstrueuses. Donc la variable qui a fait bouger l'ensemble de l'architecture des transports et des mobilités, c'est bien évidemment la vitesse. Et une vitesse qui s'adosse, là encore, à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, de cette vision prométhéenne de la technique qui prévaut et de la croissance des performances qui sont possibles et qui restent toujours l'horizon. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans le discours institutionnel, je reprends par exemple le propos tenu il y a un an par Macron sur les 30 milliards à l'horizon de 2030, avec derrière des slides qui étaient sur fond vert. On était sur l'avion hydrogène, on était sur la voiture électrique, on était sur la performance, la capacité en fait de la technologie de répondre à tous nos besoins. Il a fallu le coup de massue de la crise Russie-Ukraine du 24 février pour que tout d'un coup
on sorte le mot de sobriété, qui était proscrit jusqu'ici. Donc tout d'un coup, il faut en appeler à la sobriété. On n'avait pas entendu ce qui avait été dit lors de la conférence citoyenne pour le climat, ou la convention citoyenne pour le climat plus précisément, notamment d'une réduction de la vitesse de la voiture. Ça n'a pas été entendu, pas plus qu'on a été entendu d'autres suggestions sur la baisse du poids de la voiture, la baisse de la publicité, etc. Donc, pour revenir sur cette question de la vitesse et du temps, c'est aussi celle qui a conditionné l'architecture territoriale dont on hérite aujourd'hui, et cette espèce de délitement urbain qui n'a pas cessé au fil des décennies de s'étendre, et dans un espèce de cercle pervers qui a renvoyé à une croissance de la pratique des déplacements, et bien évidemment la domination là-dedans qui a perduré toujours à peu près dans les mêmes chiffres de la voiture sur l'ensemble de ce dispositif. Donc la difficulté, c'est comment traiter ça, et comment traiter, ça a été dit auparavant, on ne peut pas regarder avec les mêmes lunettes ce qui se passe dans le cœur des métropoles et ce qui se passe à l'autre bout du spectre dans les zones rurales. On voit bien qu'il y a des difficultés à traiter ces différents territoires, et il y a des difficultés aussi à traiter la liaison de ces différents territoires. Donc il est clair que des efforts monstrueux ont été portés dans les grandes villes, et pas simplement en France, dans le monde entier, sur les grandes villes, et la baisse de la place de la voiture, là, elle est au rendez-vous. Alors je ne sais plus quels sont les chiffres exacts sur Paris, mais on doit être à moins de 40% de parc automobile à Paris, quelque chose de cet ordre-là, Aurélien. Bon, là aussi, bon. 20% des foyers à Paris ont un véhicule. Bon, il y a des variations en fonction des... Voilà. des enfin, toujours est-il qu'on s'est attaqué à ce qui était là le plus crucial, le plus spectaculaire, et on a obtenu un certain nombre de résultats. Reste que le problème n'est pas encore totalement résolu, reste qu'il reste des marges de progression assez considérables, mais reste que pour l'instant, ailleurs, on n'a pas véritablement abordé le problème, et on reste toujours avec une population captive de la voiture. Et ça, on ne sait pas quoi en faire, sauf à amortir le coût du carburant et à éventuellement financer la bascule vers une voiture moins polluante. Donc le problème reste absolument entier. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'on va agir sur l'architecture des villes, l'urbanisme et sur l'agencement du territoire, qui sont les fautifs dans l'affaire. Est-ce qu'on va agir sur ce déterminant phénoménal des mobilités que sont le travail? Jusqu'où va-t-on aller sur la question de la délocalisation du travail, puisque c'est bien la question de la délocalisation qui s'est invitée, notamment le Covid. Dès l'arrivée du Covid, en mars 2020, la question de la délocalisation, je me souviens du titre d'un article d'une tribune du Monde, c'est une question de survie. Alors ce n'est pas simplement la question du transport des masques depuis la Chine vers l'Europe, c'est aussi la délocalisation de chacun, de sorte à être dans une réduction drastique de nos pratiques motorisées et des effets pervers qui les accompagnent. Merci. Donc maintenant, si on regarde plutôt dans le futur, on a des engagements, donc l'accord de Paris, il y a la stratégie nationale bas carbone, et si je prends cette dernière, on a pour objectif, notamment dans le secteur des transports, d'arriver à une décarbonation totale d'ici 2050, mais donc avec des étapes intermédiaires, notamment 2030. 2030, si on veut respecter la stratégie nationale bas carbone 2, qui est un peu moins disante que la stratégie bas carbone 1, non pas sur la finalité, mais sur les étapes intermédiaires,
en gros, ça a été dit, il faudrait qu'on ait à peu près la réduction de 6-7% chaque année des émissions, et autant dire qu'on n'y est pas. On y a été pendant le Covid, mais depuis, effectivement, on n'y est pas du tout. Donc concrètement, Aurélien, toi qui as travaillé sur les leviers de la décarbonation, quels sont-ils et comment pourrait-on les implémenter ? Oui, alors la stratégie nationale bas carbone, en effet, elle a cet objectif très ambitieux de décarboner à l'horizon 2050, notamment pour l'ensemble des transports terrestres. Et c'est vraiment une rupture à court terme qui est nécessaire aussi. C'est ça qui est important à comprendre aussi pour le changement climatique, c'est que le point d'horizon 2050 est certes très important, l'objectif de neutralité carbone, etc. Mais la trajectoire l'est tout autant, parce que ce qui compte d'un point de vue climatique, c'est combien d'émissions, combien de stocks on rajoute d'émissions à l'atmosphère, et pas seulement en une année précise, notamment 2050, quelles seront les émissions à cet horizon-là. Donc ça veut dire que là, on a perdu l'échelle, mais en gros, c'est entre 1960 et 2050, ce graphique-là, dès le court terme, on est, ou plutôt on était censé réduire fortement les émissions à court terme. Et en l'occurrence, on a pris du retard sur cet objectif-là. Pour l'instant, c'est plutôt assez caché par le fait qu'en 2020, il y a une chute des émissions. Ça a repris un petit peu en 2021 et encore plus fort en 2022. On le verra quand on aura les chiffres complets de cette année. Mais globalement, il va falloir réussir à solliciter 5 différents leviers, donc qui sont des leviers qui sont cités par la stratégie nationale bas carbone. Et pour réussir du coup à rattraper le retard qu'on a actuellement, c'est vraiment les 5 qu'il faut réussir à combiner autant que possible, parce que jouer que sur certains d'entre eux, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, la stratégie, elle est beaucoup axée sur les leviers plutôt technologiques, donc plutôt sur la droite de baisse de l'intensité carbone de l'énergie, d'électrification des véhicules, mais on voit bien qu'à court terme, c'est largement insuffisant, notamment sur les voitures électriques. Pour la mobilité, ça a beau être 13% des ventes sur cette année 2022, on est toujours à moins de 2% du parc actuellement qui est constitué de voitures électriques, donc le renouvellement est assez lent. Donc ça veut dire qu'à court terme, il faut solliciter plus fortement d'autres leviers. Et donc parmi ces 5 leviers, le premier d'entre eux, déjà, c'est de réfléchir justement à cette demande de transport qu'on évoquait, essayer de stopper les tendances négatives qu'il peut y avoir à l'augmentation de cette demande, et puis changer un peu de vision pour plutôt essayer de modérer, de réduire cette demande de transport, ces kilomètres parcourus, donc repenser notamment dans l'aménagement du territoire, dans les modes de vie, viser à ce qu'il y ait plus de proximité, des distances plus courtes à réaliser au quotidien, aussi sur les voyages les plus longs, potentiellement essayer de relocaliser une partie aussi de ces déplacements. Et ça permettra notamment aussi de faciliter le report modal, notamment vers les modes actifs, la marche et le vélo, qui seront d'autant plus faciles à mettre en place que les distances parcourues ne sont pas trop importantes. Donc sur cette demande de transport, voilà, il y a des tendances dans le mauvais sens déjà à réussir à inverser, que ce soit sur l'aménagement du territoire, l'étalement urbain, où est-ce qu'on met en place de nouvelles activités, de nouveaux logements, etc. Stopper aussi des infrastructures qui peuvent contribuer toujours à cette augmentation de la demande, à l'augmentation de vitesse, que ce soit sur les autoroutes, que ce soit sur les aéroports, où il y a toujours des tendances dans ce sens-là. Sur la fiscalité aussi, il y a d'autres mécanismes à revoir pour éviter d'encourager cette dépendance, finalement, de garder les mêmes comportements qu'actuellement. Donc c'est en ça que les facteurs de demande de transport et de report modal sont très connectés, parce qu'à partir du moment où on investit dans tous les modes de transport, ce qui est un peu ce qu'on fait actuellement, ou ce qu'on a fait sur ces dernières années, dernières décennies, eh bien le report modal ne peut qu'être faible si jamais tous les modes sont en croissance quelque part. Donc ça veut dire que si on veut une vraie politique de report modal, il faut assumer le fait qu'il y a des modes de transport qu'on veut voir baisser et d'autres qu'on veut voir augmenter. Et à ce moment-là, dans ceux qu'on veut voir augmenter, eh bien, il faut aussi investir bien plus que ce qu'on fait actuellement. Alors il y a des chiffres qui sont en croissance, par exemple sur les investissements sur le vélo. Il faudrait aller potentiellement encore au-delà si on veut que aussi dans des zones qui aujourd'hui sont moins accessibles pour les vélos, je pense aux zones de moindre densité, mais qu'il y a aussi des aménagements dans ces zones-là, que la pratique puisse être davantage sécurisée. Il y a des transformations qui sont extrêmement fortes pour les acteurs du secteur routier, pour les infrastructures aussi sur cette partie-là. La marche est trop peu prise en compte dans les politiques de mobilité de manière générale, donc c'est aussi un mode de transport sur lequel il faut travailler. Le transport ferroviaire, il y a beaucoup d'alertes, aussi bien à gauche qu'à droite, sur le manque de financement, sur le réseau
réseau de manière générale pour réussir à déjà maintenir une qualité de service, si on considère qu'il y a une qualité de service suffisante aujourd'hui, mais encore plus aller au-delà en termes de prospective pour développer son usage de manière plus forte. Sur les transports en commun, il y a des mêmes enjeux de financement qui sont très forts actuellement. Après, il y a un troisième levier qui est d'améliorer le remplissage des véhicules. Donc, c'est notamment le levier du covoiturage dont on a pu parler, où il y a des marges très fortes. Ça pourra aussi s'inscrire en complémentarité fortement avec les transports en commun, notamment les transports en commun qui sont le plus efficaces quand les flux de déplacement sont importants, sont massifs. Et du coup, quand on passe à des zones de moindre densité, de moyenne densité, de faible densité, etc., à ce moment-là, les transports en commun ne sont plus toujours adaptés, en tout cas en dehors des principaux axes, ça peut être difficile. Et c'est là que le covoiturage peut avoir une part tout à fait importante, tout comme la partie sobriété des baisses de consommation énergétique des véhicules. Désolé pour les petits décalages qu'il y a dans les slides. Avec notamment le potentiel d'aller vers des véhicules qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus légers que ceux qu'on a actuellement, qui peuvent, notamment dans ces zones où il y a une dépendance à la mobilité individuelle qui est très forte, une dépendance aujourd'hui à la voiture, et bien qu'on évite le surdimensionnement très fort de la voiture. Actuellement, on a des véhicules de 5 places de plus d'une tonne, ça a été répété, qui peuvent aller à 180 km/h pour les nouveaux véhicules vendus, etc. Et en comparaison, quand on regarde quels sont les usages du quotidien, c'est souvent des déplacements avec une seule personne à l'intérieur la majorité du temps, sur quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres, quand les véhicules électriques sont prévus pour plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie, etc. Et tout ça, c'est très coûteux d'un point de vue à la fois environnemental et d'un point de vue financier aussi, pour l'achat des véhicules. Donc si à l'avenir, il faut qu'on électrifie la flotte de véhicules, c'est indispensable en tous les cas pour atteindre nos objectifs climatiques, mais pour que ça ne se fasse pas avec des consommations d'énergie, des pollutions qui sont trop importantes, et aussi un coût d'accès aux véhicules qui ne permet pas de diffuser cette mobilité électrique au plus grand nombre, mais il faut aussi se tourner vers des véhicules qui sont beaucoup plus légers et qui sont beaucoup plus sobres, et notamment des véhicules qu'on peut appeler aussi intermédiaires entre le vélo et la voiture. Et puis juste pour donner un ordre de grandeur sur le coût d'achat des voitures électriques, une voiture électrique en gros de 1 tonne aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 000 €. Donc on est déjà au-dessus du prix moyen d'achat du véhicule d'occasion. Donc ça veut dire que déjà un véhicule d'1 tonne peut déjà être assez inaccessible pour une partie des personnes. Et quand on monte un véhicule de 2 tonnes, c'est 50 000 €. Donc à chaque fois qu'on rajoute 100 kg de poids sur la voiture, c'est 3 000 € de plus de coût à l'achat. Et donc ça veut dire que si jamais on veut, comme je le disais, réussir à démocratiser davantage l'accès à l'électrique, eh bien, il faut aller en principal levier, finalement, faire en sorte que les véhicules soient moins coûteux et donc qu'ils soient aussi davantage calés sur les usages du quotidien qui ne sont pas aussi importants que ce que proposent les voitures électriques qu'on a tendance à développer actuellement. Merci. Julie, du coup, fort de ces leviers de décarbonation qui ont été explicités par Aurélien, qu'est-ce que Systé conseille aux collectivités qu'elle accompagne? Quels sont les exemples qui ont été mis en place dans certaines collectivités et qui ont fonctionné? Est-ce que tu pourrais un peu illustrer ces points-là? Alors déjà, le premier truc qu'on conseille, effectivement, c'est qu'il faut jouer sur chacun de ces leviers, parce que parfois, parfois on a cette impression qu'on va trouver une seule solution et que ça va tout résoudre, alors qu'en fait, à la fois à l'échelle de l'individu concerné, c'est extrêmement difficile de se dire que tout à coup on va abandonner sa voiture, alors que si on se dit je vais plutôt emmener mes enfants à l'école à pied ou en vélo maintenant qu'il y a une route qui amène à l'école primaire, maintenant qu'il y a une piste cyclable qui amène à l'école primaire, et ensuite je reviendrai et puis je prendrai ma voiture, c'est moins pénible que se dire je vais complètement arrêter d'utiliser ma voiture ce jour-là. Donc par des petites étapes comme ça marche quand même plus facilement. Et nous, moi j'ai déjà rencontré des acteurs, alors pour le coup c'était pas des élus ni des techniciens des collectivités, qui m'ont dit mais au sein de cette collectivité ils sont très anti-voiture, du coup nous c'était des architectes, du coup on a construit ce bâtiment, on a designé ce bâtiment, du coup pour plaire à la collectivité on a mis 0 place de parking. Alors du coup j'étais là, quand même,
il y a encore des usages où on considère quand même que c'est très très utile la voiture. Vous avez pensé aux aspects logistiques déjà, et puis les PMR, etc. Donc il y a parfois aussi dans l'interprétation à l'autre bout, on a cet imaginaire, et qui peut-être complique aussi le message à faire passer les gens sont anti-voiture, et du coup ont eu un espèce de braquage de manière logique chez les personnes qui sont très usagers de ce véhicule. Donc oui, pour éviter la démarche du tout ou rien, et conseiller autant que possible d'essayer de jouer sur énormément de tableaux. En termes de choses qui fonctionnent, on revient à l'infrastructure. Ça fonctionne. Construire des voies de bus, construire des pistes cyclables, ça joue énormément. Et ce qui peut être, ce qu'on voit qui fonctionne bien quand même beaucoup, c'est d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, on a tendance à... Et pas juste, alors on nous commande très régulièrement des benchmarks, donc on fait des benchmarks. Ça a son intérêt parce que ça permet d'aller regarder d'autres pays où les pratiques qui nous semblent complètement inimaginables chez nous sont en fait mises en œuvre au quotidien. Bon, je pense bien sûr au vélo, et on a dans beaucoup de communes de banlieues moyennement denses, extrêmement dépendantes aujourd'hui en France de la voiture. On s'imagine que mettre les gens à faire du vélo, c'est complètement inimaginable, alors que si on regarde nos pays voisins, alors bien sûr, on pense aux Pays-Bas, mais il y a aussi l'Allemagne qui est dans ce cas de figure, et dans une moindre mesure certaines parties de la Suisse, où on constate qu'il y a quand même un usage extrêmement fort. Alors c'est pas à imiter partout non plus, hein. Ils ont aussi un taux d'usage de la voiture assez spectaculaire, et ils possèdent des grosses voitures, des gros SUV, et ils roulent très vite sur l'autoroute. C'est pas non plus, tout n'est pas à imiter, mais c'est intéressant de voir que sur les usages du quotidien, il y a des choses qui, à nous, on a du mal à imaginer qu'ils soient possibles, et aller les voir, ça aide beaucoup. Et ensuite, en matière de politique intéressante, ce qu'on constate, c'est les questions de ralentissement et de baisse de la vitesse de la voiture. Même si c'est pas toujours évident à faire passer auprès des habitants des territoires, c'est encore un intermédiaire intéressant, parce que ça fait d'une pierre 2 voire 3 coups. Ça veut dire qu'il y a une baisse de la consommation. Alors, encore une fois, ça dépend effectivement des véhicules. Il y en a où au kilomètre, etc. Mais on va plus vite. On a des consommations un peu moindres, plus élevées. Mais en tout cas, ça permet de manière globale quand même donc une baisse de la consommation. Ça permet de rendre de l'espace pour d'autres modes de transport. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de asphalter une bande de voies à droite, parce que finalement on a réussi à réduire la place. On peut mettre sur ce qui existe déjà une piste cyclable digne de ce nom, et ça permet aussi de se rendre compte que ça rend un peu moins intéressante la voiture, et ça donne plus de place pour d'autres modes de transport. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent, mais qui effectivement ne sont pas toujours extrêmement simples à mettre en œuvre. Et au-delà dans la catégorie des choses qu'on n'a pas vu mettre en œuvre, mais qui nous intéressent énormément, c'est la question des innovations en matière de politique de proximité. On a beaucoup parlé du poids des choix politiques passés sur l'étalement urbain et la forme urbaine dont on dispose. Et nous, en fait, ce qu'on cherche, et dont on ne trouve pas forcément toujours énormément d'exemples, c'est qu'est-ce qui existe comme outil pour faciliter la réimplantation de petits commerces dans les villages, etc. Comment est-ce qu'on finance ça? Parce qu'il y a souvent cette question-là. Ok, nous on veut bien subventionner, mais on a un budget limité. Voilà, à quand un subventionnement de la proximité via les CEE, dans la mesure où peut-être que subventionner l'installation d'une supérette dans le village, et ça va nous permettre d'économiser X tonnes de carbone par habitant du territoire et par an. On pourrait imaginer que ce soit une manière de financer ces types de politiques-là. Et nous, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, où on n'a pas encore de boîte à outils toute faite, mais qui nous semble intéressant à creuser. Merci Julie, on va clôturer. Ça me fait rebondir sur un élément que m'avait donné un jour Bruno, qui est un chiffre assez éloquent, qui disait qu'il y avait 30 000 des 600 000 cafés et restaurants d'après-guerre qui restaient sur notre territoire. C'est donc vous donner la mesure de
la suppression de ces commerces de proximité. Et enfin, je finirai sur un élément avec la voiture électrique qui va se poser, parce qu'effectivement, il n'y a plus de pollution directe à l'échappement, mais dans les villes, on a une autre problématique qui va arriver, qui sont les polluants liés aux abrasions des pneus et des freins, qui sont extrêmement élevés avec les véhicules électriques, qui sont des particules plus fines et qui sont potentiellement plus complexes à traiter. Et donc là, on est sur une autre forme de pollution induite par aussi on pourra en parler si vous voulez, mais voilà, c'est un élément en tout cas que j'avais en tête. Je peux apporter un complément là-dessus. On a travaillé pas mal sur les zones à faible émission et sur la manière dont les habitants des territoires les percevaient. Et c'était intéressant de voir qu'ils étaient beaucoup plus sensibles aux arguments autour de la santé publique et de la santé de leurs proches, de leurs enfants qui avaient de l'asthme, etc., que la question du réchauffement climatique et les projections à long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on parlait tout à l'heure des freins, de comment est-ce qu'on arrive à communiquer sur les tenants, les aboutissants, et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait en matière d'incitation à des changements en pratique de mobilité. La question de la santé publique est vraiment, à mon avis, un levier assez fort, parce que ça, c'est très entendable pour la population. Merci, on va clôturer ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir participé à cette matinée.